Aujourd'hui avec Éric Dionne. Éric, qui es-tu? Décris-moi en tant qu'entrepreneur. Décris-toi, pardon, en tant qu'entrepreneur. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Parle-nous un peu de toi. Ouais, ben moi, je suis un entrepreneur, oui. Entrepreneur. Je suis passionné, je pense, de l'entrepreneuriat. Ça m'a toujours fasciné. Je me souviens, quand j'étais tout petit à l'école, j'avais vraiment l'impression de ne pas réfléchir aux mêmes affaires que mes amis. Je me souviens que j'étais à l'école primaire, là, puis je me posais des questions sur qui achète le plywood pour faire les petits jeux. Tu sais, les jeux de drapeau, là, avec le bâton de balai, là. Puis je me demandais, qui va acheter ça? Qui va acheter le matériel pour faire nos jeux? Puis je regardais, mettons, des camions dans la rue. Puis là, je me disais, OK, comment ça marche, cette business-là? Pourquoi il y a du monde qui conduise des camions? Qui paye pour ça, pour amener les fruits chez Métro à côté de l'école? T'avais quel âge là quand tu posais ces questions? J'étais en 3e année. Quand même, c'est tôt là. Ouais. Fait que c'est C'est pas rien que j'avais pas d'amis, là. Mais t'étais marginal. Le standard, c'est normalement à cet âge-là, c'est tu joues au soccer, basket, et etc. Toi, t'étais déjà en train de penser à des marges bénéficiaires. Oui. Oui, Okay. pour vrai, je me posais ces 3e questions-là. Okay. Puis j'avais des notions de liberté. Parce que je me souviens, mon père aimait pas sa job. Il aimait pas travailler. Mon père, c'était un artiste. Okay. Puis je me souviens, ça paraissait pas, mais je le voyais quand il arrivait de travailler, qu'il était pas heureux. Parce que mon père aimait dessiner, sculpter. Puis il n'a jamais gagné sa vie avec ça. Puis je me souviens, j'étais à l'école primaire, puis je regardais des messieurs qui ressemblaient à mon père dans la rue, un mardi après-midi. Puis je me disais, pourquoi mon père est en train de travailler, puis ce dude-là dans la rue, il est en train de marcher, puis il n'a pas l'air d'être obligé de travailler. Puis c'était ça mes premières notions, on dirait, de liberté, d'entrepreneuriat. C'est là que ça a commencé. Avec le recul, là, je me dis, OK, c'est là que j'ai, je pense, développé cette volonté-là d'être maître de mon temps puis ce que je fais. Peu importe le prix. Est-ce que tu penses qu'on est né entrepreneur ou ça se développe ou y a-t-il une prédisposition? Comment tu vois ça? Je ne sais pas, hein, mais je pense qu'il faut être fait d'une certaine façon un peu spéciale. Je pense que c'est des drôles de bébites, l'entrepreneuriat. Hein? Mm-hmm. Puis j'avais lu une quote à un moment donné qui m'a frappé, là, que les entrepreneurs, c'est les seuls êtres humains qui sont prêts à travailler 100 heures par semaine pour pas travailler 40 heures par semaine. Ça, c'est moi, là. Ouais. C'est exactement moi. On est-tu comme ça? Je le sais pas, mais ça prend un drôle de profil pour se remettre all-in à tous les jours. Absolument. À tous les jours, tout peut s'arrêter. Tu as tout le temps une malchance ou une décision de tout faire planter ou de scaler puis d'exploser. Si on regarde historiquement, l'être humain, on cherchait simplement la survie, le statu quo et la survie. Ouais. C'est comme tous les animaux, une fois qu'ils sont en sécurité, ils restent dans leur grotte confortable, ils ne cherchent pas nécessairement à expandre ou quoi que ce soit. Fait que fondamentalement, dans notre nature, on est sans doute plus prédisposé à être des employés, des travailleurs, parce que je veux dire, c'est dans nos gènes. Hein. Une fois qu'on a notre morceau de viande, on le mange tranquillement chez nous, pas besoin d'aller en chasser plus pour le vendre. T'as déjà le ventre plein. Fait que de mon côté, je vais renchérir un peu. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est vraiment à part. Inné, je le sais pas, mais je pense que c'est une minorité. Et là-dessus, il y a cette drôle de chose-là. Puis souvent, tu disais, t'étais marginalisé quand t'étais jeune. Ouais. T'as dit reject, là, mais on va dire marginalisé. C'est un petit peu normal parce que t'es complètement à part. Les gens, que ce soit ta famille ou tes amis, comprennent pas que tu sois en ligne pour des choses que tu as déjà. Tu mets tout comme sur la table pour en avoir plus. Ouais. Fait que t'as tout le temps été un petit peu à part. C'est bien parce que ça a commencé vraiment jeune. Le monde, c'est rare qu'on se déclique là jeune comme ça. Fait que là, on est en 3-4e année. On est déjà en train de penser d'où provient le produit, comment ils font l'argent, comment les camions se déplacent. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est quand que tu as eu ta première idée de business ou que tu t'es parti en business? Moi, ça a été long. Ça a été dans la vingtaine. Moi, j'ai eu mes enfants jeunes. Tu sais, à 23 ans, j'avais une fille et une maison, là. Okay. Fait que ça s'est passé jeune. Un de mes rêves, je me suis cherché longtemps. Je me suis vraiment cherché longtemps. Puis j'étais attiré par tout ce qui est construction immobilier. Mm-hmm. Puis je rêvais d'être ingénieur en construction. Okay. Puis moi, je suis un décrocheur. J'ai lâché l'école en secondaire 5 au mois d'avril. Pour le vrai? Ouais. Ça, je suis vraiment étonné parce que pour connaître un petit peu Éric est super cultivé. Puis il va réenchérir plus loin, mais c'est vraiment, là, vous le croisez dans la rue, vous avez le feeling qu'il y a une maîtrise ou un doc, là. Non, j'étais un décrocheur, j'ai lâché l'école en secondaire 5, tu sais, à 1 mois et demi de finir. Pourquoi? Puis, parce que j'étais plus capable, j'étais pas bien. J'étais là. Malheureux à l'école. J'étais malheureux, je réussissais pas à me faire vraiment d'amis. Tu
sais, j'avais tout le temps un ou deux amis, mais j'étais tout le temps à part. Moi, je réfléchissais comme un adulte. J'ai comme pas eu d'enfance avec le recul. J'étais un adulte dans un corps d'enfant. Puis là, t'es rendu un enfant dans un corps d'adulte. Ça s'est renversé. Mais t'es tout le temps... OK. Fait que... C'est triste. Ben, puis, continue. sais-tu quoi? Mais moi, je trouve pas ça triste. J'ai pas de regrets parce que je me dis, j'étais plus là, puis qu'est-ce qui serait arrivé? Je me serais-tu suicidé parce que j'étais trop malheureux? Ouais. Fait que ça a été une bonne décision, je pense, avec le recul. Comment tes parents avaient accueilli ça dans le temps? Pas super bien. Mon père me comprenait plus que ma mère. Okay. Mon père, c'est un artiste, hein? Fait que lui, je pense qu'il me comprenait. On se comprenait bien. Tu sais, mon père est mort, tu sais, ça fait longtemps. Là, j'étais dans la vingtaine, là, fait que ça fait plusieurs années qu'il est décédé. Mais on se comprenait à demi-mot. Fait que je pense que j'avais son support. Il ne me l'a pas nommé comme tel, mais je pense que j'avais son support. Ma mère, elle travaillait, était prof. Oh, OK. Pas secondaire, là, aux adultes, mais tu sais, ma mère était beaucoup pour l'éducation. Fait qu'elle, moins. Mais je pense qu'ils ont compris que ça servait à rien d'essayer de me retenir. Ouais. Fait que, mais avec le recul, je pense que c'était vraiment une bonne décision. Puis j'ai fini mon secondaire aux adultes après, puis j'étais allé au HEC, puis j'ai fait d'autres choses après. Ah, cool. Ouais. Cool. Mais c'était une bonne décision parce que j'étais pas bien, j'étais pas heureux. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé travailler, puis j'avais une job d'été à ce moment-là dans un hôpital. Aux archives. Oh. Puis c'était plate. Là. Ouais, c'est clair. C'était boring. Vraiment ça, plate. Puis je voulais rester en action. Puis je rêvais d'être ingénieur en construction. Puis je savais que j'allais finir mon secondaire. Fait que j'étais allé travailler au Home Depot. Ça venait d'ouvrir au Québec, là, Home Depot. Okay. Puis j'étais allé travailler au Home Depot à Lachenay. C'est le premier qui ouvrait, je pense, au Québec, ou un des premiers, pour me rapprocher des matériaux de construction. Je me dis, OK, je vais gagner un peu moins cher. Je vais passer genre de 17$, qui était super bon dans ce temps-là, à 14$ au Home Depot. Mais je vais apprendre les matériaux. Tu sais, fait que déjà là, il y avait une réflexion comme stratégique un peu. Puis j'ai déchanté assez vite. Ça, c'était drôle. Parce que je me fais engager au Home Depot. Puis j'arrive pour ma première journée. Il me donne mon petit habillé orange, Eric au crayon feutre dessus. Puis ils me disent, va voir Jean-Luc, là, il va te faire ta formation. Je vais voir Jean-Luc. Puis là, Jean-Luc, il me dit, là, l'affaire, il faut que tu retiennes, là. La rangée 17 là-bas, là, va jamais là. Je dis pourquoi? Il dit, c'est la rangée des moulures. Là, tu vas avoir plein de petites madames avec les moulures qui vont vouloir que tu coupes une moulure. Tu vas te faire chier. Tiens-toi dans la clôture frost, c'est jamais personne qui va là. Fait que ça, c'était ma formation. Oh, wow. T'as rien d'autre à faire. C'est de la sagesse. Ouais, c'est ça. Où je me tenais, moi, tu penses? Dans la rangée des moulures. Ben oui. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'aimais pas ça finalement, là, travailler au Home Depot. T'aimais pas les petites madames? J'aimais pas couper des moulures. Puis, on était à quoi, 17-18 ans là, à ce moment-là? Ouais, 17-18 ans. Qu'est-ce qui se passe après? Non, après, j'ai commencé à travailler dans la construction. Okay. J'avais un ami qui avait une compagnie de maçonnerie, puis il dit, hey, t'as l'air travaillant, toi, viens avec nous autres. Fait que je suis allé travailler dans la maçonnerie. Puis c'est là que j'ai rencontré la mère de mes enfants. Puis rapidement, on s'est mis à faire des enfants. Puis de fil en aiguille, je me suis ramassé avec 3 enfants à travailler dans la construction. Et je savais que je n'étais pas à ma place. Puis, tu sais, je suis quelqu'un de travaillant, là, puis ça y allait par là, puis je gagnais bien ma vie, puis je travaillais tout le temps. Mais je n'étais pas heureux, je n'étais pas bien. Je savais que j'avais d'autres choses qui m'attendaient, mais je ne savais pas quoi. Puis, un dimanche soir, j'étais rendu dans l'excavation à cette époque-là, puis on faisait du génie civil, des routes. Puis moi, je travaillais avec des appareils d'arpentage pour implanter des routes. Puis c'était très technique, mais tu sais, j'avais appris un peu sur le tas comment me servir de ça. C'était quand même compliqué. J'avais pas les notions ni la formation, mais je m'en servais. On voit que tu te rapproches tranquillement du génie civil, là, par exemple, dans le processus, sans nécessairement avoir d'études. Tu as vu le cheminement. Ça a passé d'un gars d'archives dans les hôpitaux à sur le terrain avec les trucs d'arpentage. Là, on s'entend que... Ben oui, c'est ça. C'est ta ligne, là. Mais tu sais, c'est un peu... T'as déjà vu la vidéo Steve Jobs, qui fait un speech au, je pense, Stanford University, là, qui dit que tu connectes the dots, là, que c'est juste en regardant en arrière que tu comprends qu'est-ce qui t'a amené à telle place. Puis il y a une ligne directrice là-dedans. Absolument. Puis quand je suis rentré dans la construction, c'était en maçonnerie. Aujourd'hui, j'ai une compagnie qui s'appelle Isobloc qui vend des blocs de maçonnerie. Mais tu sais, j'ai ce background-là, j'ai travaillé, j'ai fait du mortier, j'ai monté des briques dans des échafauds, je le sais c'est quoi, là, la réalité des gars qui posent mon bloc. Et? Fait que quand je travaillais en génie civil, un dimanche soir, j'ai vu que la compagnie qui vendait les équipements d'arpentage cherchait un rep
un représentant. OK. Puis là, je me suis dit, rep, c'est la route, liberté. Je peux être maître de mon horaire. Tout ça. Fait que j'envoie mon CV sur un coup de tête un dimanche soir. Le lundi matin, je reçois un appel, puis ils veulent me passer en entrevue. Fait que je fais une entrevue, première entrevue screen dans un Tim Hortons à Laval. T'as quel âge à ce moment-là? À peu près. Je sais pas, 30. OK. Peut-être 30. On est rendu à 30 ans, parfait. Ouais, genre. Fait que l'entrevue se passe bien. Le gars, il me dit, on appartient à un groupe qui est basé à Vancouver. On a des bureaux partout au Canada. Fait que tu vas passer une deuxième entrevue dans 2 semaines, mettons, là, avec toute la gang. Puis prépare-toi à nous vendre des machines de guidage 3D qui vont ces excavatrices. Moi, je travaille dans la construction et 2 pieds dans la boîte, là. Je connais rien. Mais je me suis préparé comme un fou pendant 2 semaines. Comme si ma vie en dépendait quasiment, là. J'allais télécharger des photos sur des sites en Europe, pour faire l'entrevue. Puis c'était assez intimidant, là. Il a fallu que j'aille, pas intimidant, mais dans le sens que je suis allé m'acheter des souliers propres à l'aubainerie, là, puis des pantalons pour faire mon entrevue, parce que j'avais rien. Puis c'était un peu, intimidant, parce que j'avais le vice-président qui était du gros groupe qui était là, le fabricant, tout le monde qui me passait en entrevue. Puis un des vice-présidents m'a demandé, il dit « As-tu de l'expérience en vente? » Je dis « Ben oui, certainement. » J'avais un compresseur à vendre, je l'ai mis sur Kijiji, puis personne ne m'a appelé. C'est ça que tu as sorti en entrevue? Ben oui, c'est ça la vérité. Mon expérience en vente, c'était ça. Mais tu sais, c'était transparent, là. Non, j'ai pas d'expérience. Puis il dit, c'est quoi la plus belle qualité de quelqu'un en vente, tu penses? Puis là, c'est là que ça m'a sauvé un peu. J'ai dit, je pense que c'est l'écoute. J'ai dit, moi, quand je me fais vendre quelque chose, je veux que la personne m'écoute. Puis, j'ai fait ma présentation. Il me posait plein de questions très, très, très techniques. Puis, finalement, il se regardait avec des clins d'œil. Puis là, je me disais, OK, soit que ça va super bien, ou ils sont en train de rire de moi, puis ils ont hâte que je m'en aille pour s'estlaffer puis rire du pauvre Thierry qui est en train de se planter. Quand je suis arrivé chez nous, j'avais une offre d'emploi déjà dans mes emails. Fait que j'ai tout lâché pour m'en aller rep. Dans ça cette payait grosse compagnie. Ça payait combien? Eux autres, ils me donnaient 80 000. Quand même. On retourne il y a une quinzaine d'années à peu près. Ouais. C'est définitivement quand t'indexes ça en date d'aujourd'hui. Mais je faisais ça dans la construction. C'était la même affaire, maintenant. Ouais, c'était kiff-kiff, mais dans quelque chose de nouveau. Avec ton corps qui écope pas mal plus en construction, des conditions plus difficiles. Exact. Et je lève d'ailleurs mon chapeau à tout le monde qui est dans le domaine de la construction. C'est un domaine qui est tellement sous-estimé par rapport à l'effort physique et aux blessures que tu peux subir. Je vous lève mon chapeau, les boys. Je suis allé ce matin faire un petit tournage sur un chantier, là, des gars qui posent des blocs. Le dos, ça brasse du La maçonnerie, mortier, c'est réputé pour être un des métiers les plus toughs. Ben oui, puis les couvreurs sur des toits à grosse chaleur. Puis c'est tough, puis c'est dangereux. Oui, définitivement. C'est très, très, très dangereux. Ouais. Fait que je me suis en allé rep. Je me suis dit, OK, je l'essaye. Au pire, si ça marche pas, je vais le savoir. Puis, en fait, pour l'histoire, là, je vais faire ça court, mais pendant 8 mois, les 8 premiers mois, j'ai rien vendu. Ils m'ont mis rep dans une des divisions. Puis ce que j'ai appris plus tard, c'est que cette division-là vendait un produit qui était vraiment pas adapté. Moi, je le savais pas. Okay. Mais j'ai grindé vraiment pendant 8 mois. J'étais allé voir tout le monde. J'ai fait le tour du Québec, toutes les compagnies d'excavation. J'allais les voir, puis ça marchait pas. J'étais un peu découragé. Puis j'ai eu un meeting avec la grosse compagnie mère un jour qui m'a dit on ferme la division, c'est pas de ta faute, là. T'as pas un bon produit. Ils m'ont tout vu dans le logiciel, dans le CRM. Là. Qu'est-ce que t'as fait? Ça te tente-tu de venir de l'autre bord et vendre un bon produit? Je dis oui. Puis c'est là que j'ai explosé. Connect the dot. Ouais. C'est là que tu te rends compte que ça a été la meilleure école, en fait, parce que c'est là c'est sans doute là que tu as appris à te faire dire. Tu t'es fait dire non en répétition pendant littéralement 8 mois de temps. Ouais. À quel point ça t'endurcit et ça te met une carapace. Oui. Puis tout noté dans le CRM. Ils ont vu qu'est-ce que j'ai fait. Je me suis pas méthodique. juste promené, là. Ouais. Je marquais tout. J'écrivais ce que je faisais. C'est ça qui m'a sauvé. Puis quand je suis allé de l'autre bord, je me suis fait former comme il faut avec une bonne équipe. Puis là, ça a explosé. Ouais. Est-ce que tu te rends compte à quel point probablement ce 8 mois-là a été une période des plus enrichissantes de ta vie, oui. probablement que du recul? C'est probablement ça que t'a donné les assises et les bases solides en entrepreneuriat, c'est de faire dire non pendant 8 mois? Ben, je viens de vivre la même affaire dans les isoblocs. J'ai acheté une business qui a 40 ans, qui n'était pas connue, avec des cycles de vente longs. Mais là, je le sais, c'est quoi de ne pas négliger les efforts. Puis même si ça ne fonctionne pas,
même si tu passes tes semaines à aller voir du monde, à montrer tes affaires, à poser des questions, à être dans le trafic, c'est pas parce que tu n'as pas de résultat tout de suite que tu n'as pas de résultat. Parle-nous de ton produit. C'est quoi Isobloc? Isobloc, c'est un bloc de maçonnerie isolé. C'est un produit qui est unique en Amérique du Nord. Là, il y a une compagnie en Italie qui fait quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, mais c'est un bloc de maçonnerie. C'est un maçon qui l'installe. Puis à toutes les fois qu'il pose un bloc, il fait la finition de maçonnerie à l'extérieur, une finition de maçonnerie à l'intérieur aussi. Donc, super utile pour des projets industriels ou municipaux quand tu as besoin de durabilité. Et il fait l'isolation aussi. On est vraiment dans un contexte de start-up avec un produit mature. C'est particulier. Ouais, parce que la compagnie n'est pas connue. Le produit n'est pas connu, mais ça fait 40 ans qu'il existe et qu'il est posé. Mais un peu dans l'ombre, c'est du bouche à oreille. Les anciens propriétaires ne prenaient pas de photos, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas de développement. Fait que tu arrives avec un architecte, puis il ne sait pas c'est quoi. Puis quand tu commences à y expliquer, ah oui, t'étais où toutes ces années-là? On avait besoin de ça. C'est sûr que c'est plus difficile dans ce temps-là parce que là, tu dois expliquer ton produit. Mais mettons qu'on vend un véhicule ou qu'on vend un crayon, le monde connaisse déjà la fonction du produit. Ouais. Là, tu dois agir en tant que professeur et en tant que vendeur, entre guillemets. Oui. Fait que c'est une double difficulté. Oui, puis en fait, c'en est une. Puis une autre difficulté, c'est que les gens confondent Isobloc avec du coffrage isolant. Fait que je me suis aperçu au bout d'à peu près d'un an d'effort, c'est qu'on faisait beaucoup de vidéos de marketing, puis à force de poser des questions des architectes, ils me disaient « Ah oui, j'ai vu ça passer, mais j'ai pas regardé, je pensais que c'était du coffrage isolant, je sais c'est quoi. » OK. Fait qu'il y a comme du démarketing à faire, ou une décommunication, de déconstruire des mythes, puis de dire « Non, non, c'est pas ça qu'on fait, c'est ça. » Mais c'est pas facile de défaire des croyances, puis de défaire des connaissances des architectes ou des perceptions. Les architectes sont occupés, là. Ils n'ont pas juste ça à faire, là, savoir qu'est-ce qu'Éric Dionne il fait dans son sous-sol. Là. Fait que les autres, ils sont habitués de faire la même chose, steak, blé d'Inde, patate, tout le temps. Quand tu amènes une nouvelle façon de réfléchir, ils n'ont pas le temps, ça ne leur tente pas. Ils sont confortables dans ce qu'ils font. Quand tu réussis à percer ça, puis amener d'autres choses, c'est là que ça change. Souvent ça qui est difficile avec les nouveaux produits. Apple, on retourne dans le temps quand il avait instauré le téléphone intelligent, ou jadis, là, pas le MP3, si j'ai un blanc, c'est quoi le MP3 que Apple avait sorti? C'est-tu l'iPod? C'est l'iPod, ouais, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Le iPod, est-ce que tu sais à quel point ça a été difficile de rentrer ça dans la tête du monde, à quel point l'utilité d'avoir ça, ça a remplacé le Discman, mais une fois qu'ils ont traversé cette barrière-là, ils ont eu le monopole du marché. Ça a pris des années avant que quelqu'un soit capable de les accoter. Fait que c'est un petit peu ça qui se produit. Tu as une plus grosse, on va appeler ça une barrière à l'entrée, parce qu'en fait, c'est pas une barrière à l'entrée monétaire, c'est une barrière à l'entrée qui est psychologique, c'est de la connaissance. Mais une fois que tu vas avoir le marché, entre guillemets, Isobloc, il y en a combien qui font ça au Québec? Personne. Ben voilà. Tout seul. C'est ça. T'es tout seul. T'es dans l'océan bleu. Exactement. Ça, Anthony m'avait donné un livre là-dessus. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Quand t'es dans l'océan bleu, ben il n'y a pas de sang. Tu te bats contre personne d'autre. Quand t'es dans un océan rouge où est-ce qu'il y a un paquet de requins partout, c'est super difficile parce que tu dois travailler sur tes marges. Tu fais une petite erreur, t'es écarté. Ouais. Fait que t'es dans un océan bleu. Ouais. Plus dur à percer, mais une fois qu'il va vraiment avoir la déconnexion, la connexion qui va se faire, ça va être super. Puis ça peut se faire du jour au lendemain avec un super gros promoteur. Tu sais, ça peut se faire comme ça. C'est ça. On se fait spécifier là sur des projets. Cette année, ça va être une belle année. Là. On est spécifié sur des projets. Là. Ça veut dire que ça se construit en Isobloc. Mais il y a de l'effort en arrière. Il ne faut jamais arrêter de développer, de grinder, de continuer. Puis je me rends compte, je vais voir des architectes. Puis je les rappelle, un mois après, déjà, il y a certaines capacités du produit qui ont oublié. C'est normal, ils n'ont pas juste ça à se rappeler. C'est un nouveau produit, c'est un nouvel apprentissage pour tout le monde. Ouais. Il faut tout le temps remettre ça, puis continuer à être infatigable. Là. Puis, on va changer un petit peu de sujet. En tant que parent, t'es comment comme père? T'es-tu libertin comme ton père était? Un artiste entrepreneurial? Comment tu penses que je suis comme père? On se connaît pas beaucoup, mais... Non, on se connaît. C'est ça qui est vraiment drôle. Hein? Moi et Eric, on se parle comme si ça fait comme 25 ans qu'on se connaît, qu'on a grandi ensemble. On s'est rencontrés 2 fois. Donc, aujourd'hui étant la 2e fois. Mais on est vraiment sur la même ligne de... Ouais. J'y pitch un sarcasme, puis il me répond par un sarcasme. À matin, c'est quoi que je t'ai dit à matin en me levant? Ça va être une journée de marde aujourd'hui, fait que je commence avec un leg day, vu que j'haïs ça. C'est ça, j'ai dit, je sais que je vais te rencontrer aujourd'hui, ça va être une journée de marde, fait que je me suis dit pour la rendre encore plus merdique, m'aller faire un leg day, une journée de job. Il me répond avec un sarcasme, tu sais, c'est le genre de relation que... Ouais. Il y a une sorte de connexion, tu peux pas faire ça avec tout le monde. Non, je dirais ça à 9 ça marche, sur 10, ça serait genre go fuck yourself. Puis, la colle pogne. Exactement. Fait que en tant que père,
Honnêtement, j'ai le feel, puis je suis peut-être complètement off the track, mais j'ai le feeling que tu vas laisser des choix à tes enfants, que tu vas pas leur imposer à faire des choses. Tu vas peut-être les encourager vers l'éducation, parce que si tu es retourné au HEC, c'est que tu as vu le bénéfice plus tard, mais tu vas pas leur plugger dans la gorge, dans le sens que tu vas les encourager sans les forcer à s'éduquer de manière conventionnelle. Je pense que tu es quand même assez ferme sur certaines choses. Probablement financièrement parlant, tu dois plus les sensibiliser sur l'importance de l'argent. Tu es un gars qui est relativement minimaliste, qui est assez low profile, fait que tu dois axer vraiment sur ces valeurs-là. T'es comment comme père? Moi, je vois les enfants un peu comme notre rôle, là. Des enfants, pour moi, c'est comme une mission spatiale. Okay. Nous autres, là, on est l'équipe au sol qui prépare la fusée, qui met tout ce qu'il faut, qui les accompagne. Puis, tu sais, vu que je les ai eu jeunes, tu sais, mes enfants sont rendus à 18, 16, 15, là. Fait que c'est presque des adultes, là. Il y en a qui doivent penser, genre, ta fille, elle a quel âge? 18. Il y en a qui doivent penser que t'es son chum des fois quand vous sortez. Sans faire ça doit être awkward, ça doit être un moment awkward des fois. Il y a des fois qu'elle dit « Hey, ton père, ou ton frère, tu sais, c'est pas mon frère, c'est mon père. » Ça, c'est écœurant. Fait que là, elle est rendue dans la fusée, là, présentement. Ben oui, c'est ça. Puis les deux autres aussi. Puis dans le fond, notre rôle comme parents, je pense, c'est juste de leur mettre tous les outils dans la fusée pour qu'il y ait tout ce qu'il faut. Puis, tu sais, à l'adolescence ou jeune adulte, je pense que tu vas les perdre, tu sais, comme si on rendit l'autre bord de la lune, là. Ouais. Puis l'idée, c'est que tu revois l'autre bord, puis s'il y a quelque chose qui cale Houston, on a un problème. Qu'il y ait le réflexe d'appeler. Moi, ma plus grande fierté, c'est quand je vois des valeurs qui sont importantes pour moi se refléter dans mes enfants. Tu sais, comme mon fils, là, qui a une blonde depuis 1 an, il est tellement gentil avec elle, il est à l'écoute, tu sais, ils ont l'air tellement bien, là. Tu sais, on entend plein d'histoires d'ados, là, tu sais, Quel âge ton fils? Il a 16. Il est jeune en plus. Là. Il est jeune, puis il me raconte des histoires de ses amis, là, tu sais, eux autres, ils parlent de kills. Ouais, les body counts, là. Ouais. Puis lui, tu sais, il trouve ça ridicule, là, tu sais, il comprend pas cette game-là. Il est sweet avec sa blonde, mais c'est un exemple de dire, OK, je suis fier, là. Ouais. C'est ça que je voulais lui donner comme outil. Puis, moi, je suis quelqu'un de quand même introverti. Je parle pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui est exubérant, qui prend de la place. Puis, je parle pas beaucoup avec mes enfants. Pas énormément. Je veux être un exemple. Puis, je pourrais parler plus. Des fois, je me dis, j'aimerais ça leur parler plus. Mais j'essaie d'être un exemple. Puis, je pense que le moment le plus important de la journée, là, c'est quand je mets la main sur la porte, sur la poignée de porte, je veux dire, entre le garage et la maison. Là, il faut que je sois un exemple. C'est pas ce que je dis, c'est ce que je transparais puis ce que je leur montre qui est important. Ils n'ont pas besoin de se faire dire quoi faire, les enfants. Ils ont besoin d'un exemple et de regarder ce qui se passe, de regarder leurs parents. Puis d'eux autres mêmes sont brillants, les enfants. Là. Il y avait un proverbe qui m'a particulièrement marqué dans l'armée qu'un officier m'avait dit « Lead by example ». Ouais, c'est ça. Il y avait un paquet d'officiers qui, exemple, c'était des officiers dans le 22e régiment qui est l'infanterie, puis ils étaient fat, mettons fat ou pas en forme. T'as beau faire n'importe quel speech de motivation, si t'es pas capable de courir 2 kilomètres, c'est quoi l'exemple que ça donne à tes troupes? Fait que c'est une valeur parmi tant d'autres. T'as beau dire que tu admires tes troupes sur le terrain, mais si tu t'en vas manger avant eux puis tu coupes la file pour aller dans la cafétéria, c'est pas aligné, c'est pas des choses que tu as besoin de dire, c'est des choses que tu fais. Puis la réalité est que les mots, ça va se perdre dans le bruit, puis les actions, ça reste beaucoup plus dans la peau des gens. Tout à fait. Ouais. J'ai fait des gros moves, tu sais, je vous ai passé de la construction à rep, de représentant à entrepreneur, puis j'ai eu d'autres expériences entre-temps. Là. Ma job de rep, j'étais rendu que je faisais un très gros salaire, que j'ai tout lâché pour partir une start-up. Puis, je veux dire, ces grosses décisions-là, moi, comme être humain, j'ai bien plus peur de ne pas les faire que de les faire. Oui, très bien dit. J'ai peur d'être dans le confort. J'ai peur d'avoir peur de faire un move. Fait que, tu sais, lâcher une job pour partir une business, vendre quelque chose pour acheter d'autres choses, refaire sa vie parce que tu vas être plus heureux. Puis je trouve que l'exemple de ce que je peux faire, je trouve que c'est la plus grande valeur, le plus bel héritage que je peux laisser à mes enfants. T'étais un moine. C'est drôle que tu dises ça. Steve Jobs, là. Ouais. Saviez-vous que chez eux, ça lui a pris des années avant de pouvoir meubler son salon et sa cuisine parce que, premièrement, c'était quelqu'un de minimaliste, mais il croyait que il fallait qu'il y ait un item vraiment très particulier qu'il y ait dans sa pièce. Il ne voulait pas s'encombrer d'items. Il voulait un item avec les spécificités qui étaient
absolu pour aller dans son salon. Aussi Ah banal qu'un divan ou un meuble. OK. Puis lui, son but, à me donner qu'est-ce qu'il explique dans sa biographie, son autobiographie, c'est que... Puis David Goggins, il est très de cette mentalité-là aussi. Le confort, ça rend mou. Ouais. Ça va corrompre ta perception. Ouais. Puis là, à un moment donné, il est parti sur des affaires de juste boire du jus pendant des mois. Là, mais c'est le principe du moine aussi. Tu sais, le moine qui va atteindre un bien-être spirituel, il apprend à se déconnecter des choses. Ouais. Tu t'en vas là, tu as tes petites routines, tu fais ton riz, tu dors par terre, tu médites. Mais les items, les artifices, les biens matériels, ça t'éloigne de cette sorte de spiritualité-là, de ce bonheur-là en question. Tout à fait. Puis ça me rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. J'ai pas besoin de grand-chose. Oui, absolument. Moi, ça me dérangerait pas que ma vie tienne dans un sac à dos, là. Puis tu sais, je le vois, t'es pas habillé en marque, t'es pas habillé pour flasher, t'as pas une montre de 14 000 $, t'as une Garmin parce que je sais que c'est utilitaire, tu cours avec. Ouais. Puis tu sais, t'es habillé utilitaire, t'es pas habillé en gros veston italien de 4 000 $. Non. Tu pourrais, je suis sûr que tu pourrais te le permettre, mais t'es juste pas comme ça, c'est pas aligné avec tes valeurs. Ça me ressemble pas. Exact. Ça me ressemble pas, puis voilà. Puis je veux dire, chacun a sa façon de faire, puis j'ai aucun jugement pour ceux qui ont besoin de ça, ça va. Mais moi, j'en ai pas besoin. Puis voilà, j'aime l'authenticité, j'aime les choses simples et efficaces. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué généralement chez les très gros entrepreneurs, les entrepreneurs à succès. C'est ça aussi dans le courtage immobilier. Ils veulent plus nécessairement démontrer qu'ils sont riches. Ou ils cherchent plus nécessairement à s'afficher, à flasher. Ouais. Ils sont bien terre à terre. T'sais, on a tous vu l'image de Steve Jobs avec son fameux col roulé de 20 $, col roulé noir. Peu importe quel gros entrepreneur, même chose pour Elon Musk. C'est du monde qui sont en t-shirt. Mark Zuckerberg, même principe, son t-shirt gris. Ouais. On dirait que tu atteins un certain stade à un moment donné que la parure, c'est en sac, là. Fuck it. Ouais. J'avais un de mes chums qui travaillait dans le milieu bancaire, puis qu'est-ce qu'il m'expliquait, c'est que sa clientèle la plus difficile, c'est quand c'est en gestion de patrimoine qu'il travaillait, c'est quand les gens ont entre 400 et 800 000 d'actifs. OK. Parce que c'est là qu'ils commencent à se la péter un peu. Tu sais, ils sont comme, j'ai 800 000 d'actifs nets, l'actif plaçable à la bourse. J'ai une BM, j'ai ci, j'ai ça. Puis il explique que plus tu es passé ce stade-là, plus le montant s'en va vers la droite, vers l'extrême, moins ça paraît, plus les gens sont agréables. Parce que comme donné que tu aies 2 millions ou 50 millions, ça change plus rien. Ça change plus grand-chose. Tu es déconnecté aux 2 millions, tu as atteint une sorte de stade spirituel que ça change plus rien. C'est une généralité, il y a des cas d'exception, il y a du monde qui sont très très riches, qui sont extrêmement chiants. Puis je l'ai vécu moi personnellement aussi cette phase-là. Okay. J'avais ma phase en début de carrière quand ça commençait à bien aller en immobilier ou en entrepreneuriat, que en 2019, on regardait les communications tantôt. J'étais plus moi-même. Quand t'étais au-dessus de répondre à tes messages. Genre, à un moment donné, je me souviens, j'ai un de mes chums qui était électricien, puis il disait, écoute, changer une plug, c'est vraiment simple, fais-le, je t'envoie un vidéo YouTube. Puis c'est pas pour mal faire, ça a été subconscient, mais j'ai dit, je vaux plus que ça. J'y ai répondu ça. Okay. On retourne en 2018-2019. Ah ouais, hein? Puis je repense à cette réponse-là, puis lui, ça a passé dans une oreille, c'est sorti dans l'autre, mais à quel point j'étais en train d'être vraiment sur la mauvaise track. Ouais. Finalement, j'ai une de mes amies qui a été bien rough avec moi, qui m'a ramené sur la bonne track. Ça s'appelle Isabelle Baudouin. Merci à toi, Isabelle. Mais on a tout, je pense, ce moment-là. Ouais, moi aussi, je suis passé par là. Ouais. Quand on commence à avoir beaucoup d'argent, on dirait qu'on... Ou pas tant que ça d'argent, là. Ben, moi, j'avais pas tant que ça, mais... Plus que tu as eu dans le passé. Ouais, c'est ça. Il y en a qui restent malheureusement pognés dans ce stade-là toute leur vie. Puis on souhaite traverser la ligne de l'autre bord, d'où est-ce que l'argent devient... Que je fasse une perte de 100 000 ou de 200 000 le même matin, ça ne m'affecte pas personnellement, émotivement. Tu sais, je vais très bien dormir la nuit. Tant que je sais que mes filles ont à manger puis je vais être capable de payer l'hypothèque, l'excédent, c'est un jeu pour moi. Comme Monopoly. Je pense que c'est quand tu réussis à atteindre ce stade-là, ça devient plus banal puis tu te déconnectes un petit peu. Hein. Ouais, tout à fait. C'est quoi le... Tu sais, pour toi, c'est quoi l'argent pour toi, justement? Un moyen de transport. Ouais. Un moyen de transport. On se dirige tout ultimement vers la mort. Okay? À partir du moment que tu nais, tu es en train de mourir. Ouais. Okay? Vois ça de même. Rends ta ride agréable. Ouais. Écoute, c'est toi qui vas décider si tu vas être sur une trottinette, mon gars, tu vas te casser les gosses à chaque fois qu'il va avoir un trou, ou si tu vas t'acheter un beau 4x4 confortable. Ouais. C'est imagé, mais l'argent sert à adoucir le tout. Mais d'un autre côté, il faut que tu sois capable d'être heureux aussi en trottinette. Ouais.
c'est un moyen, sans plus. C'est pas une fin, c'est un moyen. Puis je pense que c'est surtout un axe, comme un accentueur de personnalité. Ça te permet de amplifier, un amplificateur de personnalité. T'en plein ça. Fait que, honnêtement... Si t'as un trou de cul, tu vas être encore un plus gros trou de cul Exactement. avec plus d'argent. Si t'es quelqu'un de bon et gentil, avec plus d'argent, tu risques d'être encore plus capable d'être gentil. Tu te rends compte que Bill Gates et Warren Buffett ont fait plus pour l'Afrique à eux seuls que tous les gouvernements réunis mondialement? Et Econ qui a mis l'électricité en Afrique sur je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes que le gouvernement africain n'était même pas capable de faire. Pas capable, ouais. C'est des individus qui sont juste fondamentalement, je pense, bien. Bill Gates, Warren Buffett, y a-tu un gars plus minimaliste que ça? Ouais, c'est pas même dans le même char, je pense, depuis genre 30 ans. Il y a une petite Cadillac. Ouais. Il y a même maison depuis qu'il est jeune, il y a une Cadillac CTS. OK, pour le commun des mortels, c'est un très beau véhicule. Ouais. Mais le gars, il est rendu à comme 100 milliards. Je sais même plus il est à combien, là, Warren Buffett. Là. Il pourrait s'acheter littéralement. Exactement. Ouais. Lui, il est bien dans sa petite Cadillac. Il mange du McDo. Mais tu sais, c'est un gars qui est bien fondamentalement. Ouais. Puis tu sais, il fait juste aider le monde avec ça. Avec son amplificateur. Ouais. Puis on a d'autres cas, exemple au Moyen-Âge, peu importe, il y a eu beaucoup de cas de monarchie française ou anglaise que dès qu'ils ont eu de l'argent, ça a été la grosse débauche. Ou... Ouais. J'étais en train d'écouter un reportage présentement, Caluga, je pense, Caligula sur Netflix, sur l'empereur romain qui est devenu fou. OK. Mais lui, c'est juste comme, il avait bien de l'argent, puis il est tombé dans des débauche, puis il a commencé à comme littéralement devenir quelqu'un de débile à cause de la fortune romaine dans ce temps-là. Ouais. C'est un amplificateur d'esprit, tu sais, c'est un amplificateur de comment il était. Pourquoi tu penses que il y a beaucoup de gens qui ressentent le besoin de tout le temps parler d'argent? Pourquoi c'est un sujet si récurrent que ça? Je pense que dans notre société, les gens maintenant, ils utilisent ça comme moyen de comparaison, comme valeur. Ouais. Tu sais, tu retournes avant... Les valeurs étaient plus axées sur le mariage. Fait que tu te faisais juger, mettons que tu te séparais. Tu retournes dans les années 1900, là, une femme qui se séparait, c'était une PUTE. C'était... L'argent était méconnu, c'était un peu plus tabou. Maintenant, on dirait que les gens ont besoin de s'identifier à l'argent et plus que tu as de l'argent, plus tu es une bonne personne. Il y a un rattachement qui se fait entre la valeur nette et l'estime de soi qui ne devrait pas avoir lieu. Ben non, c'est ça. Définitivement. Puis réussir financièrement, c'est un aspect parmi 100 dans ta vie. T'es-tu en shape? Est-ce que tu es en shape dans ta tête et physiquement? Parce que t'as beau être la personne la plus riche du monde, si tu fais de l'obésité morbide, t'as pas réussi dans ma tête. Ouais. T'as beau être la personne la plus riche du monde, si tu penses à te suicider chaque matin, t'as pas réussi. Socialement, est-ce que tu aides les gens avec ça? Est-ce que tout le monde te déteste? Est-ce que tu es Mosento, genre que t'as beau valoir une fortune, mais que tu brûles des forêts, tu donnes le cancer? Fait que tu sais, il y a un paquet d'aspects dans notre vie, mais tous les réseaux sociaux, on dirait qu'ils sont axés sur le paraître, puis le paraître, c'est l'argent. Je me souviens, un moment donné, j'avais entendu, je pense que je travaillais de nuit, puis c'était une ligne ouverte, là, puis... Puis il parlait de l'aide sociale. Puis il y avait un gars qui avait appelé, puis il dit, moi, je suis sur l'aide sociale, ça fait 20 ans. Puis il dit, c'est par choix. Puis il dit, moi, j'étais avec ma blonde, puis ma petite fille, puis il dit, on se fait des sandwichs au ballonné, là, on mange vraiment pas cher, puis il dit, on passe nos journées au parc, on a du fun, on joue au ballon, on fait la belle vie. Peux-tu le blâmer? Puis ça m'avait challengé, tu sais, parce que moi, tu sais, c'est loin de mes valeurs, là, dans le sens... Tu sais, va travailler, là, puis fais-toi pas vivre par les autres, mais mettons que c'est pas du BS, puis que tu fais juste, je sais pas, avoir un petit job, pas faire beaucoup d'argent, tu vis d'un toit et demi, puis tu joues au parc avec ta fille toute la journée, puis t'es bien, puis tu profites de la vie. Je pense que j'ai compris des choses que... Je vois du monde avec de l'argent ou qui font semblant d'avoir de l'argent, qui font bien pitié. Tu regardes, là, puis tu dis, aïe, tu sais à quel point tu as besoin de t'identifier à un skidoo neuf, à te maquiller pour sortir des poubelles le matin, de flasher avec des artifices, là, là, des sandales Michael Kors, puis moi je regarde ça, puis ça... je trouve que le gars sur le BS avec son ballonné fait bien moins pitié que l'autre, là. Connais-tu la fable de Fernand Pêcheur? Non. De Vincent Vallière. Il a fait une toune avec ça. Là. Je te l'expliquer grosso modo. Là. Fernand, c'est un petit pêcheur. Là. Mettons qu'il est au Mexique. Là. On va dire qu'il est au Mexique. Lui, il pêche. Il est chill dans sa vie. Okay. À un moment donné, t'as l'homme américain qui arrive. Il le voit sur la plage pêcher. Puis il dit, hey man, pourquoi tu t'achètes pas un plus gros bateau? Tu vas pouvoir aller pêcher plus loin. Fernand dit, ben, pourquoi? Ben, parce que là, tu vas aller pêcher plus loin, tu vas avoir plus de poissons parce que moins de pêcheurs qui vont aller là, tu vas faire plus de bénéfices.
Il est confus, lui, man. Fernand, il est OK, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Ben là, tu t'achètes un plus gros bateau, puis là, tu t'engages une équipe, là, tu pognes plus de poissons. Le gars, il est mêlé, OK? Genre, ben, OK, puis ensuite, ben là, je dis, après, tu vas être à New York avec une compagnie cotée en bourse, tu vas avoir plein d'argent, blablabla. Puis là, entre-temps, Fernand, il dit, puis ultimement, c'est quoi que tu vas faire? Le New-Yorkais dit, ou l'homme d'affaires dit, ben là, tu prends ta retraite. Fait que là, tu vas pouvoir avoir un petit bateau, aller pêcher tranquillement. Un petit poisson, ben chill sur le bord. Fait que ultimement, tu comprends-tu que Fernand est plus avancé que le businessman? Ouais. Parce que le plan de retraite que le businessman il projetait, c'était sa vie actuelle. Toi, le bien-être que tu as présentement, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer dans la mesure où, je connais pas les détails, mais le gouvernement l'offre, puis lui, on travaille toute notre vie pour prendre une retraite puis passer du temps avec ceux qu'on aime. Mais est-ce qu'il est plus avancé que la plupart des employés? Bon, personnellement, je trouve que c'est dépendre du système. Ouais. Oui, c'est ça. Mais fondamentalement, on est des êtres on est des êtres sociaux. On doit passer du temps avec les gens. On n'est pas conçu pour travailler non plus. On est conçu pour faire des choses qu'on aime. Ben oui, c'est ça. Je trouve que ce gars-là, il est bien plus proche de mes valeurs que l'autre avec son char de l'année, avec sa montre trop chère, puis habillé en saut à 4000$, puis à flasher. Puis ce qui a provoqué probablement la dichotomie, hein? Parce que ça, c'est un gag. Je dis tout le temps dichotomie au moins une fois par podcast. Ce qui a probablement provoqué la dichotomie dans ta tête, c'est que tu es un entrepreneur qui travaille très, très fort. Ouais. Tu es hard work, grind, puis tu es un gars qui est très familial. Je veux prendre du temps avec mes enfants, tout. Fait que là, tu étais comme pogné entre les deux, que il allait d'un côté, mais c'était un peu... Oui, mais moi, travailler fort, pour moi, quand je travaille sur mes projets, j'ai jamais l'impression de travailler. Jamais je dis, je m'en vais travailler, j'ai des choses à faire. Ouais. Puis ça me tente de les faire. Puis il y a bien des affaires que ça me tente pas de faire, là, que j'aime pas faire. Mais, je veux dire, j'ai pas l'impression... Moi, le mardi après-midi, si je décide que je vais courir, je m'en vais courir. Là. Exact. Puis ça, je me sens le gars le plus puissant du monde, là, d'être capable de prendre un mardi après-midi et faire ce que je veux. Oui. Mais c'est sûr que le dimanche soir, je suis en train de travailler. 9 dimanches sur 10, je travaille le soir. Tu sais, je travaille parce que j'ai le temps de travailler. Puis même m'asseoir devant la télé le dimanche soir à regarder comme un zombie un téléroman, ça m'intéresse pas en tout. J'aime mieux travailler sur mes projets. J'aime mieux travailler sur mes trucs. Fait que ça me dérange pas de travailler fort. Je travaille pas, je m'amuse. Tu mets le doigt définitivement sur ce qui sépare les employés des personnes qui se partent en affaires. T'aimes faire ce que tu fais, mais c'est pas un concept. Dans la 90% des employés n'aiment pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont en mode survie. C'est correct. L'inconfort de faire ça, il est pas trop emmerdant pour que je quitte ma job. Le confort de mon week-end, des 2 jours off que j'ai par semaine est suffisant pour maintenir ça. Mais je comprends. C'est correct. J'ai déjà été là-dedans. J'ai déjà été dans ce vibe-là. Tu punches à 4 heures, tu peux mettre ta tête à 0 jusqu'à 8 demain matin. Exactement. Il n'y a pas... Souvent, ça, c'est une autre chose que j'aime un peu moins des dernières années. On dirait qu'on place tout le temps l'entrepreneur ici. Mais on est tous à des stades d'égalité. Oui. L'employé n'est pas moins bon ou mieux que l'employeur. C'est différent. Ouais. C'est une question d'écosystème, c'est une question d'équilibre. Imagine, il y avait juste des employés, ça serait un monde de merde. Imagine, il y avait juste des employeurs, des hommes d'affaires, ce serait aussi un monde de merde. À quel point tu vendrais n'importe quel produit une scène parce qu'il y aurait trop de concurrence. Moi, quelqu'un qui me dit jamais je prendrais la place d'un entrepreneur, je comprends. Ben oui, je comprends que pour vouloir mes souliers, là, parce que c'est tough, c'est de la pression, puis moi, je vis avec ça, puis je suis correct avec ça, mais je comprends. T'aimes ça, la pression, puis le... Ben, je me nourris de ça. C'est de défaire, c'est tout le temps de trouver une façon de survivre puis de continuer. Oui. Puis je me souviens, ça fait plusieurs années de ça, mais j'allais courir des fois qu'un ami là, qui, lui, est prof d'éduc. Fait que tu sais, on est comme aux opposés, là. Puis on avait des discussions vraiment intéressantes. Tu sais, lui, il disait, tu sais, je peux faire n'importe quoi demain matin, là. Il dit, j'ai même pas besoin d'être bon. Il dit, je pourrais pogner un élève, puis le sacrer un coup de poing, puis le mettre dans une case, puis l'enfermer, puis le syndicat me défendrait, là. Oui. Oui, fonctionnaire dans les écoles. Oui, c'est ça. Il dit, j'ai même pas besoin d'être bon. J'arrive à l'école, je suis sûr qu'il est bon, là, puis il est pas de même, mais il dit, j'ai même pas besoin d'être bon, puis j'ai ma paye, là. Oui. Mais il est à 88 000, je sais pas c'est quoi, là, 88 000 par année. Il fera jamais une scène de plus. Puis moi, l'opposé, je fais plus d'argent que lui, mais moi, je peux perdre tout demain matin, là.
Surtout en tant qu'entrepreneur, si ton produit, la qualité s'en va. J'étais à une poursuite de fermer, j'étais à un client qui me paye pas de péter. Le marché, c'est très réactif, c'est très ligne, très rapide. Tu as un produit de merde avec les réseaux sociaux, là. Tu fais un mauvais placement, tu fais un mauvais produit, ça passe dans les médias, ça devient viral, ta business ferme demain matin. Ben oui. Une erreur est assez critique pour te faire fermer les portes. Ben oui, puis tu sais, Isobloc, là, ça a été tough, là. Ça a été tough de racheter. Tu sais, la transaction, c'était pas gros, mais hey, j'ai roulé, là, je me passais de l'argent sur une marge de crédit sur l'autre, puis je payais une marge avec l'autre marge pour réussir à faire du marketing d'Isobloc, puis c'était ça, là. Tu sais, c'était ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à dire je peux tout perdre demain matin si ça marche pas. Là. Non. Puis je le comprends, j'ai énormément de respect pour tout ça. Là. C'est sûr qu'on a des adversités différentes dans le sens. On retourne, exemple, Eric, il y a 10 ans, quand tes enfants étaient naissants, est-ce que tu aurais eu les mêmes gosses de te faire marge par-dessus marge par-dessus marge? Ça serait peut-être différent que présentement quand tu sais que tu es plus autonome. Ouais. Fait qu'on a aussi des phases dans notre vie d'entrepreneur, tu sais. Mais je sais pas. La réponse à ça, c'est je le sais pas. Parce que moi, je me dis tout le temps, c'est quoi? Mettons que ça marche pas, là. Tu sais, je trouve qu'on a souvent tendance à surestimer les conséquences de quelque chose. Absolument. Mettons que ça marche pas, là, puis je fais faillite. Au pire, là, je fais faillite. Mais tu sais, je me ramasserai pas à manger des pissenlits sur le bord de la 640 parce que j'ai rien à manger puis je suis en train de mourir. Là. Dans un pays riche. Je vais aller travailler, puis je vais m'assurer d'être meilleur que tous les autres pour avoir une promotion. Puis Exactement. Tu sais, mettons, drop-moi au couche-tard demain matin. Là. Tu sais, à l'arrière de la caisse, là, au salaire minimum. Ben, tu sais, je vais m'arranger pour être le plus curieux, le plus travaillant, pour être assistant gérant, puis... Exact. Tu sais, je vais faire quelque chose, là. Fait que la conséquence, c'est pas si pire que ça. C'est comme quand j'ai lâché ma job de construction pour aller représentant. J'ai eu le support de ma famille au max, là. Pourquoi? Parce que je travaillais tout le temps. Mettons que ça marche pas, là. Ben, tu vas te retrouver d'autres choses. Tu vas te refaire, là. C'est pas la fin de la vie. Là. C'est souvent quelque chose que je dis aussi, le monde qui se part en affaires. Vous n'avez pas besoin d'être drastique non plus. Vous pouvez chevaucher deux choses. Ouais. Vous pouvez très bien être encore employé puis vous partir une business en dedans. C'est ça que j'ai fait personnellement. J'étais directeur en location chez Cominor. J'ai fait ça, j'ai jumelé ça à être entrepreneur pendant 3 ans de temps avant de tirer à la plug. Fait que je faisais 40 heures dans l'un, 40 heures dans l'autre. Merci à ma conjointe qui m'a beaucoup aidé dans la transition. Ouais. Mais tu sais, vous n'avez pas besoin de faire « Oh, j'ai pas d'argent de côté, je quitte ma job, screw it, je me lance en... » Ouais. Comme pas... j'ai fait, là. Toi, t'es un extrême, mais t'es plus extrême que moi. On a des degrés différents. Ouais, puis c'est ça. Mais t'étais confortable avec ça. Ouais. Je pense que c'est une question de s'écouter aussi. Il faut être dans notre inconfort, mais jusqu'à un certain stade. T'as-tu des regrets? Est-ce d'affaires que... De ne pas m'être parti plus tôt, man. Okay. Tu vois, moi, mon regret, c'est d'avoir été trop sécuritaire quand j'étais jeune. OK. Tu sais, je veux dire, avant d'avoir les filles, man, j'avais... Comme tu dis, j'ai surestimé les conséquences. Pire qui serait arrivé, là. Quand je suis parti aussi en entretien condonet puis en immobilier, j'avais juste moi à nourrir. T'sais, worst case, ça fonctionne pas. OK, je sais la plug, je retourne travailler une couple d'années, je remets de l'argent de côté, etc. Ouais. Mais j'ai eu cette... ça, c'est vraiment du côté de... Mon père, il est extrêmement rationnel, puis lui, si tu perds 0,5%, pense-y, puis ça a tout le temps été un gars en immobilier, mais qui était trop sécuritaire, à mon avis. Okay. J'ai tout le temps eu ça toute ma jeunesse. Écoute, vaut mieux, exemple, sois sûr d'économiser 0,5% plutôt que potentiellement d'en gagner 2. Okay. La peur d'une perte. Exactement. Moi, c'est une peur qui a été transmise dès ma jeunesse. Savais-tu que la peur d'une perte, c'est perçu 2,3 fois le plus intensément qu'un gain potentiel? Je te crois. Ouais. Je te crois. Puis, je veux dire, ça se voit, ça se reflète dans le comportement boursier. Oui. Ouais. Tu le vois, le comportement boursier qui est carrément irrationnel. Là. Ouais. Dès qu'il y a une petite chute d'une action, il y a un effet d'entraînement qui se provoque, ben, ça fait du sens. C'est ça. Ça fait bien du sens. Ouais. Puis, en réalité, oui, j'aurais dû me partir. Dès que j'ai sorti de l'armée, je pense que j'avais les outils nécessaires pour me partir from scratch. Ça l'a attendu un petit peu. Je me suis parti à 20, à plus que ça, à 30 ans, entretien conduite, ce qui est quand même tard, entre guillemets, là, dans la vie entrepreneuriale. Il y a du monde qui se part à 18, 19, 20. Là. Ouais. Est-ce que j'ai des regrets? En même temps, le 10 ans, entre le 20 et le 30, est-ce que ce que tu as appris pendant ces 10 ans-là, puis ce cheminement-là, a réussi à faire l'entrepreneur que tu étais à 30? Oui. J'avais aucune intelligence financière. Ben, c'est ça. Quand tu es dans l'armée, puis j'étais bien payé. Là. Dans le temps, j'étais à 66 000 par année. On retourne en 2008-2009 à 19 ans, 20 ans. Là, j'ai nourri.
ça a été... Je sais pas, l'argent est parti où, man. J'essaie de m'auditer de temps en temps. C'est de reculer la cassette. C'est rendu où, man? Tu sais, comme tout le c'est un compte de banque que j'ai oublié quelque part. Ben, c'est sûr, je me pose la question. Je suis comme, est-ce que j'ai manqué des bouts? Puis il y a quelqu'un qui est venu me piquer de l'argent. Cet argent-là, comme j'avais aucune intelligence financière, absolument aucune. Puis c'est normal. Parce que t'es logé nourri, mettons que tu flottes tout ce qu'il y a dans ton compte, c'est pas grave. Tu retournes au baraque, tu manges dans la cafétéria, tu récupères dans 2 semaines, tu sais. Passer le go puis récupérer 2 ans. Ouais, c'est ça. Fait que probablement que ça aurait été catastrophique de me partir en affaires si j'avais cette intelligence financière-là. J'étais pas mature. À 25 ans, quand je suis sorti d'un force, il a fallu que j'aille dormir dans le salon de mon père parce que j'avais pas une scène de côté. J'avais un crédit de marde. Je pouvais pas louer nulle part. À ce point-là. Là, Ah oui, c'était désastreux. C'était un vrai désastre. Ça a été vraiment le creux de ma vie. Fait que imagine si t'avais parti ta business là. Ça aurait été probablement catastrophique. Ben c'est ça. Fait que c'était un 5-10 ans effectivement que... Ben oui. Est-ce que j'ai du regret? Là, tu vois, tu es en train de me faire réfléchir, pas tant que ça. Parce que si, avec du recul, j'avais pas les outils, j'étais pas outillé. Tu parlais tantôt de l'histoire d'envoyer une fusée. Ben, tu m'as renvoyé dans l'espace avec 1 heure d'oxygène. Ouais, c'est ça. Ça serait comme, je serais mort au bout d'1 heure. Là. Ouais. Fait que, I guess que I connect the dot, un peu plus tard dans le processus, puis c'est une bonne chose. Ben oui, c'est ça. On est rendu où on est aujourd'hui grâce aux succès et aux insuccès. C'est de la misère avec le mot regret, parce qu'il y a plein de trucs que je suis pas fier, mettons. Aux apprentissages. Oui, c'est ça. Puis il y a des projets que j'ai faits qui n'ont pas marché. Parle-moi de ton pire projet, ton pire échec entrepreneurial. Ah, c'est pas un échec. T'as raison. Pire j'aime pas ça le mot échec parce que si j'ai cette maturité entrepreneuriale-là, puis j'ai encore plein de choses à apprendre, mais si Isobloc, je suis capable de passer au travers, c'est parce que j'ai fait des projets qui ont moins bien marché, j'ai fait des erreurs, j'ai appris sur moi, puis ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Fait que il n'y a pas d'échec. Il y a des gros constats. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis, sais-tu quoi, je vais te répondre, là, mais je trouve qu'on parle pas assez de ça. On parle pas assez de nos échecs puis nos insuccès. Surtout ces réseaux sociaux. Ben oui. Moi, c'est ça que moi, j'aime parler de mes... au début, on avait commencé ça, moi puis Anto. À chaque mois, je sortais mes plus gros fails. OK. Les plus gros fails que j'avais faits chez SCN en tant qu'entrepreneur. Ah ouais, hein? Puis il y en a un tas, là. Avec du recul, écoute, il y a des contrats qu'on a résiliés qu'on a manqué de mettre la clé dans la porte parce que c'était des contrats importants, mais j'ai répondu de façon... j'étais pas assez mature émotionnellement pour prendre la critique. Ouais. Puis il y a un paquet de gros fails que j'ai fait là, en investissement immobilier aussi. Là. Mais on dirait que le monde n'en parle pas. Pourtant, c'est important. Parce que... oui, c'est ça. C'est ça qui est le plus formateur dans le sens. Puis si on va être capable de reproduire les succès, il faut être capable de comprendre ce qu'on a fait de pas correct. Puis surtout de prendre le ownership. Exactement. Extreme ownership. Joko machin, là. Ouais, c'est bon ça. Hein? Joko Williams, là. Oui, très très bon. Ça l'a forgé gros mon côté entrepreneurial. Ouais. Pour faire un résumé, Extreme Ownership, je vous le suggère, c'est un ancien commando, les Navy Seals aux États-Unis. Encore, ouais. Il prenait le blâme de son équipe, peu importe de qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Puis ça l'a fait de lui vraiment un meilleur leader. Puis c'est ça qui a permis d'être vraiment promu. Puis en tout cas, Joko Williams, qui est quelqu'un de fantastique, là. Ouais. Puis c'est rendu un entrepreneur qui fait de la consultation. Mais c'est ça qu'il dit grosso modo. Puis t'as Grant Cardone il axe beaucoup sur le même principe. Prenez toute la responsabilité sur vos épaules. C'est ça. C'est là que vous allez avoir le contrôle de votre destin. Ben oui, parce que quand tu es capable de prendre un pas de recul, tu dis qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Là? Oui. C'était quoi mon bout à moi? Puis, tu sais, j'ai un exemple d'une business que j'avais avant, qu'on a parti, moi j'ai lâché ma job justement de rep, je m'en allais VP d'une grosse compagnie, puis j'avais des actions un peu là-dedans, tout ça, puis j'ai tout lâché pour partir un projet avec un associé. Puis, tu sais, startup typique, là, ça a parti dans mon sous-sol chez nous, c'est une table pliante, puis après ça, le gros projet qui a une grosse vision, puis tout ça, puis finalement, ça n'a pas marché. Au bout d'1 an et demi, j'ai quitté, pas vendu mes parts, mais je me suis retiré du projet, je me suis refait un petit peu sur l'argent que j'avais mis, mais j'ai donné beaucoup de temps, pas au complet. Puis il est arrivé plein d'affaires là-dedans, plein d'apprentissages. Puis ça m'a pris, je te dirais, mon deuil a duré quasiment 1 an. Tu sais, je dis pas que je suçais mon pouce en pleurant dans le coin du salon, là. Ouais. Tu sais, moi, 2 jours après, je suis vite à fermer des portes puis d'ouvrir d'autres, là. 2 jours après, j'étais correct. Mais ça m'a titillé pendant une grosse année. Ouais.
Puis, tu sais, on était 2 partners, à la fin 3, puis chacun a son bout là-dedans. Là. Tu sais, je pense que chacun a beaucoup de tort, puis de responsabilités, puis chacun a son angle là-dedans. Mais l'apprentissage que moi j'en ai, c'est ce que moi qui m'appartient là-dedans. Oui. Puis il y en a un méchant gros bout que c'est moi. Puis la faute. Un méchant gros bout que c'est moi, là. Ouais. Puis ça, c'est vraiment mature. Puis une faute, peu importe quand c'est commis, c'est rarement à 100% quelqu'un. Ben oui, c'est ça. souvent conjoint. Ben oui. Ben c'est presque tout le temps, je pense. Oui. Mais je contrôle pas l'autre bout. Puis l'autre bout, ils ont sûrement des apprentissages, eux autres aussi, puis des takeaways, puis tant mieux. Puis sinon, tant pis. Mais j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais moi, ce que j'ai appris, ben je l'ai plus refait après. Exact. Je l'ai plus refait. Puis encore là, je pense que ça m'a rendu un homme meilleur, plus mature, comme tu dis. Puis merci. Merci parce que ça m'a permis d'être rendu où je suis aujourd'hui, de continuer à avancer. Fait que ça pourrait être un regret, ça n'en est pas un. S'il fallait que je passe par là, il fallait que j'apprenne ça. Ça, quand tu as des employés, ça rend ta position de leadership encore plus solide. Je peux te donner un exemple concret qui s'est passé ce matin. Okay? On a des employés qui sont sénégalais. Okay? Puis au Sénégal, il n'y a pas le principe de consigne. Tu sais, la consigne de 5 sous ou 10 sous. Quelque chose qui est connu comme ici. Okay. Puis on avait un syndicat qui, lui, ramassait la consigne, les canettes puis les bouteilles, puis se faisait de l'argent avec ça pour acheter des items, des trucs de gym, peu importe quoi, des trucs de patio. Puis notre employé les jetait. Parce que pour lui, c'est du recyclage. C'est ça, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé ici. Quand c'est atterri sur notre bureau par la gestionnaire qui nous l'a dit, l'admin qui l'a dit de façon très polie, ça a vraiment été bien approché. J'ai pris le blâme, j'ai dit écoute, j'aurais dû faire un background culturel, j'aurais dû catcher qu'il ne savait pas, lui, on aurait dû prendre le temps d'y dire, même s'il y a des pancartes toutes, la consigne, blablabla, on n'a pas pris le temps de le rencontrer, on n'a pas pris le temps d'y dire, on n'a pas pris le temps de l'écrire. J'ai dit écoute, à combien t'estimes tes pertes, je t'envoie un virement Interac. Puis, elle m'a retourné, elle m'a dit non, c'est correct, on le prend, maintenant c'est connu. Mais c'était de ma faute, ultimement. Lui, c'est un Sénégalais qui arrive ici. Il n'est pas au courant de notre culture. On l'envoie sur un contrat. On a beau bien le former. Il reste tout le temps des blind spots. Mais c'est qui aurait pensé à ça? Là? Ben, c'est ça. Puis il y en a partout, des blind spots. Là, je veux dire, c'est tellement technique. C'était un contrat sur 60-70 qui garde la consigne. Puis... Mais c'est de ma faute, ultimement. Puis ben oui, à quel point ça nous a renforcé niveau leadership. Lui, dans sa tête, c'est... Je me fais backer. Si je fais une erreur, je le sais que je ne me ferai pas ramasser. Je vais me donner cœur et âme. Puis lui, je le sais que le rendement qu'il va fournir au courant des prochaines semaines, puis la fidélité, la loyauté qui va se dégager de ça, est pas mal plus que le 250-300$ que jeter de canette. Ouais. Fait que souvent, quand tu mets tes gosses, puis tu te mets en fait le gun puis l'employé pour prendre la balle, ils vont te le retourner en triple. Ça, c'est le principe du extreme ownership. Oui, puis de la transparence. Oui. Je crois beaucoup à la transparence, puis tu sais, dans Isobloc, je fais des lunch and learn dans les bureaux d'architectes pour leur montrer ça. Puis moi, je suis très, très, très transparent. Fait que je leur montre le produit, puis là, tu sais, dans les lunch and learn, je leur parle des problèmes qu'il y a eu. Hey, on a fait le Audi à Sherbrooke, l'eau rentrait en dedans, l'immeuble, ça a craqué bord en bord. Puis là, tu sais, au début, j'étais surpris, les architectes me regardaient en me disant « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis, en fait, ce que j'ai découvert avec le feedback des architectes, tu sais, il y a une couple qui sont venus me voir après le lunch and learn, ils disaient « Hey, merci de ta transparence, c'est rafraîchissant. » Ben oui. Parce que beaucoup de fabricants viennent ici, puis « Ah, pas de problème, c'est garanti 25 ans, jamais rien arrivé. » Les architectes sont imputables à vie de ce qu'ils font. Et quand ils essayent quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vieillit mal, c'est eux autres qui paraissent mal. Ben oui. Donc, quand le fabricant est là, moi, c'était même pas une stratégie. Là, c'est juste comme ça dans la vie. Moi, te dire good, bad, ugly. Voici ce qui est bon, pas bon. Fais pas ça, fais ça. C'était naturel. Puis eux autres, ils voient de la plus-value là-dedans. Oui, puis ce que je remarque aussi, c'est que ça met confiance. C'est que l'architecte, là, quand il voit que je parle des problèmes potentiels, de qu'est-ce qui peut arriver, ben, il se dit, en construction, on contrôle pas tout. Il arrive tout le temps des bad luck. Mais ça les fait ressentir que si il y a des problèmes plus tard, ils peuvent se fier sur moi. Là. Ils vont m'appeler, puis je vais être là avec eux autres, puis on va régler le problème, puis on va trouver ce qui se passe. De rassurer. Fait que le ownership, c'est aussi la transparence, je pense. Absolument. Je pense que c'est surtout. Puis ça t'a peut-être sauvé. Peut-être que tu t'aurais menti sur ton produit, puis il y aurait eu une poursuite potentielle, il y aurait eu un incendie parce que de l'eau serait infiltrée sur un système électrique, peu importe quoi. Ouais. Peut-être que tu aurais fait faillite à cause que tu aurais comme caché, si on veut, des weak spots de ton produit. Fait que tu t'es non seulement transparent, mais tu te protèges en étant franc. Ben, je pense que oui.
Je pense que oui, puis dans plein de sphères, c'est ça aussi. Il y a un litige avec quelqu'un, au lieu de partir en argumentation, puis regarde, on va se jaser, là. C'est quoi ton bout à toi? C'est quoi ton bout à moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut... En étant gentil et transparent, je pense qu'on peut tout faire, là. Absolument. On peut tout faire. Ouais. Ça, c'est sûr que tu es dans un domaine, les architectes et les ingénieurs, quand ils stampent quelque chose, c'est un lien de confiance d'une coche de plus qu'il faut que tu ailles avec ton fournisseur. Ouais. Nous, par exemple, hypothétiquement, on se fait référer, bon, on fait mal le ménage à quelque part, les vitres sont bariolées, ça paraît un peu fou. Toi, ça peut avoir des impacts sur la vie de quelqu'un, littéralement. Ah, ben oui. Ou sur l'intégrité physique du bâtiment. Oui. Fait que c'est vraiment des approches entrepreneuriales différentes, mais ultimement, l'extreme ownership est quand même applicable dans les deux cas. Ben oui, puis toi, que ce soit, tu sais, l'impact d'une vitre bariolée n'est pas grande, mais quand même, pour ton image, puis ce que tu veux livrer, c'est important. C'est ton quotidien à Absolument. toi. C'est pas parce que c'est moins grave que c'est moins important. Entretien CondoNet, moi, n'existe pas. C'est Jean-Sébastien Lebel, entre parenthèses, Entretien CondoNet. S'il y a un fuck-up qui se passe chez nous, c'est moi. Ouais. OK? Puis c'est ça, toi aussi, s'il y a un fuck-up avec les blocs, le monde savent c'est qui le propriétaire, c'est qui Eric. Peut-être qu'on est rendu dans une multinationale. Puis mon numéro de cell, il est partout. Ben voilà. Mon numéro de cellulaire est partout. Puis moi, ça me dérange quand je pourrais de rejoindre quelqu'un. Oui. Moi, va sur LinkedIn, dans coordonnées, là, mon numéro de cell, il est là. Tu veux me parler, là, t'as pas d'excuse de pas me... Absolument. Puis il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a été référé sur LinkedIn ou sur Facebook, je sais pas trop, qui voulait me parler, qui avait un projet d'entrepreneuriat. Puis, tu sais, il me vous voyait, là. Est-ce que vous accepteriez de machin? Je donnais mon numéro de cell. Appelle-moi. Puis le gars, il m'a jamais appelé. Tu sais, je pense qu'il était intimidé. C'était un test? Peut-être. Hey, on va vous parler des tests. On le teste-tu? On va vous parler des tests. OK, mais c'est un test que tu avais fait. De quoi? Tu as donné ton numéro de cell, c'est un hook que tu as envoyé, Ben tu oui. jamais rappelé, tu as filtré, paf! Ben c'est ça. On coupe. Le gars, il veut des conseils, tout ça, mais il était intimidé. Pourtant, il n'y a pas de raison d'être intimidé. Super accessible, là. Ben t'es oui. vraiment accessible. Tu sais, appelle-moi. Il dit, ben, êtes-vous disponible mercredi? Ben oui, pas de problème. Tu sais, il m'a pas appelé parce que j'ai pas confirmé que je t'ai donné mon numéro de cell. Là. Appelle-moi. Là. Oui. Tu sais, appelle-moi. Si je te réponds pas, laisse un message, texte-moi, m'a te rappeler dans 10 minutes. Là. Première fois que j'ai rencontré Eric. Moi, je suis un gars qui fait gros des tests, OK? Eric, c'est vrai que tu fais ça tout le temps? Souvent. OK. Ben, souvent, là... Là, tu vas te buster aujourd'hui. Ça va être fini. Ça me dérange pas. Okay. Ça me dérange vraiment pas, parce que j'en fais d'autres. Je dévoile pas tout quand même. Il m'écrit le 31 décembre un bonne année, qui est vraiment une bonne approche, soit dit en passant, si vous voulez établir un contact avec un entrepreneur, il m'écrit bonne année. Il m'écrit un petit peu plus tard, hey, on pourrait aller prendre un café. On est dans le temps des fêtes, je dis, écoute, réécris-moi telle date, telle heure. Puis, dans ma tête, c'était fini. Parce que dans 90% des cas, quand je fais ça... Ouais, c'est ça les stats. 9 sur 10, ça marche pas. Au moins 9 sur 10. Ah ouais, okay. Du monde qui veulent se faire mentorer, des employés intéressés à venir travailler chez nous, du monde qui veulent se partir en business, en partnership. Rappelle-moi telle date. Moi, en même temps, ça me dégage. Ok, je fais comme, bon, je te relance la balle. C'est un filtre. 9 cas sur 10, peut-être même plus. 9,5 personnes sur 10. Là. Sélection naturelle. Mais écoute, ça rappelle pas. OK. Là, tu me rappelles. Je fais bon, OK, parfait. On va, date, heure convenue, pile poil. On va établir le rendez-vous qui était peut-être une semaine plus tard. Ouais. Là, une semaine plus tard, tu me réécris. Est-ce que tu es encore correct aujourd'hui? Là, je tends la perche. Le deuxième test. Ouais, c'est toi qui m'écris ça. Hey, écoute, c'est une affaire de grippe. Je t'ai enrhumé un peu. Il y a la grippe chez nous. Je comprends si tu veux canceller. Non, pas de trouble. Deuxième test. Ça fait 2 fois qu'il y a une barrière qui aurait pu sortir facilement. Ouais. Non, il est venu. Il n'y a jamais eu de problème. Matin même, puis honnêtement, il y a peut-être sur 100 personnes, il y a 5 personnes qui auraient passé ces 2 tests-là. Puis faites des tests dans votre vie, vous allez tellement sauver du temps. Ouais. Toi, ton test, le numéro de cellulaire, c'est probablement que tu sauves énormément de temps. Tu aurais pu avoir une discussion de 15 heures par écrit avec cette personne-là, puis ça aurait mené à rien. Exact. T'as ton test. Puis faites des tests comme ça, c'est important. Ouais. Et peu importe vous provenez de où, il y a une chose qu'on a toutes, qui est la même, sur la même mesure, qualitative, quantitative, c'est le temps. Ben oui, c'est pas remboursable, c'est pas échangeable le temps. Tu sais, quand tu investis dans quelque chose, mais en même temps, tu sais, il y a plusieurs leçons là-dedans. Il y a des tests, là, les 2 tests. Là. Rappelle-moi telle date, ça rappelle, puis tu veux-tu choquer, ça te choque pas. Moi, j'ai pas vu que c'était des tests. Là. Puis si j'avais pas pu, je te l'aurais écrit. Ouais. Puis l'autre leçon que je vois comme au 2e degré là-dedans aussi, c'est pourquoi qu'on voulait aller prendre un café. Je m'en souviens même plus. On le sait pas, mais on le sait pas. La réponse, c'est qu'on le sait pas. C'est que des fois, tu as l'intuition. Tu sais, l'intuition, là, c'est difficilement mesurable. C'est rare que je fais ça, mais on n'avait pas d'ordre du jour quand on Non, on va le jaser. Puis c'est ça, on va le jaser. jaser. Ça, c'est l'intuition. Puis l'intuition, en entreprise, puis en business, c'est souvent sous-évalué parce que c'est pas mesurable.
Sais-tu c'est quoi l'intuition? Vas-y. L'intuition, c'est un paquet de choses subconscientes que tu as vécues dans ton passé Ouais. qui tu finis par subconsciemment juger une situation, établir une position, mais tu sais pas pourquoi. C'est ça. C'est basé sur des expériences, pas des connaissances. Puis c'est ça, l'intuition, c'est pas tout le temps bon, des fois ça l'est, mais intuitivement, à chaque fois que tu vois un char rouge, la personne rince son moteur, c'est qu'il veut de l'attention. Là, d'année, mais tu le sais pas ça, c'est juste, ça fait 15 ans que tu vois ça. D'année, tu vois un entrepreneur sortir de son char rouge, fais pas sûr, tu sais pas pourquoi. Autre chose, ça vous est sûrement déjà arrivé, le vibe t'entre à quelque part dans une pièce, puis t'es genre, c'est awkward. Ouais. Ben écoute, peut-être que dans ta jeunesse, il y avait une pièce comme ça, tu as trébuché dans le tapis, tu t'es fendu la tête. Peut-être des cas plus extrêmes, que tu es une fille qui a été agressée dans une pièce-là, tu as eu une grosse querelle avec tes parents, etc. Puis ça crée des biais subconscients. Ouais. C'est là-dessus qu'on fait notre intuition. Ouais. Fait que notre intuition est extrêmement importante parce que c'est l'ensemble des bagages qu'on a dans une petite place dans notre cerveau qui pop-up. C'est un système d'alerte, c'est un spider sense. Ouais. Wow! Quelque chose qui se passe, sois doublement vigilant, man. C'est ça. Lui, c'est un crosseur. C'est ça. C'est basé sur des expériences qui s'accumulent, puis là, à un moment donné, c'est inconscient, mais tu peux pas l'expliquer. C'est ça. Mais c'est pas parce que tu le vois pas que ça existe pas. Non, exact. Check le Wi-Fi, là, tu le vois pas. Exact, ça existe. Ça existe. Mais c'est des sortes de préjugés que tu as dans ta tête. Ben c'est oui. ça, en fait, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, je sais pas, on suivait ses réseaux sociaux un l'autre, puis hey, salut, puis on va te prendre un café. D'autres choses à faire que de prendre un café, d'un bar puis de l'autre. Là. Puis en plus, autre test que je t'avais fait, je t'avais cédulé proche de chez nous, loin de chez vous. Il me semble que tu habites dans le coin de Terrebonne que tu m'avais dit. Je disais, hey, on va y mettre ça loin de chez eux. Si va Laval, c'est pas super. On s'entend que c'est pas chez vous, c'est pas à relatif. Terrebonne. Ouais. Fait que non, puis ça a été vraiment intuitif. Puis qu'est-ce que je vous dirais? Soyez pas le genre d'entrepreneur qui va se lancer aveuglement non plus sans avoir de data. Mais écoutez votre intuition. Il y a un sweet spot entre les deux, OK? Même si vous avez toute le data devant vous, puis... Si tu le files pas, là... Ben c'est ça, c'est le petit diable sur l'épaule qui disait pas ça. Vas-y, puis t'as le petit ange qui disait vas-y pas. Pose-toi des questions. Habituellement, probablement que le projet n'est pas aligné avec tes valeurs, même si les chiffres le sont. Fait que c'est important l'intuition. Puis à l'inverse, des fois, peut-être les chiffres... Tu sais, des fois, c'est de se concentrer sur... la raison pourquoi ça va marcher et non pas sur les 15 raisons pourquoi ça ne marchera pas. Absolument. C'est la base de l'optimisation immobilière, ça. Oui, c'est ça. Tu lis une fiche centriste et genre, Chris, comment que le bâtiment tient encore debout? Ça n'a pas de revenus. Il y a un ventre de bœuf qui est sur le bord d'assommer quelqu'un. C'est tombé sur quelqu'un. T'es genre... Les chiffres disent pas, mais là, ton intuition. C'est pas loin d'un métro. Tu t'en vas sur place. Je trouve ça nice. Le quartier est beau. C'est intuition. Fait que non, je pense qu'il y a effectivement un sweet spot entre les deux. Ouais, vraiment. Ouais, cette intuition-là. Moi, je trouve ça fascinant. Tout l'invisible comme ça, je trouve ça fascinant. Oui, absolument. Puis j'accorde beaucoup de valeur à ça. Ben, c'est de plus en plus, on remarque que la différence, c'est la psychologie. Hein? C'est la psychologie humaine. Et les gens, puis il y a gros de ces temps-ci, je niaisais un matin, là, je disais justement... Tu sors de ton bain de glace avec une photo de lion en arrière en écoutant du Tony Robbins. Je niaisais un petit peu, mais tu sais, ça a un fond de vérité que c'est important de se cultiver spirituellement. Pas juste avoir un paquet de connaissances, mais de se cultiver spirituellement. Puis, je pense que c'est ça la différence majeure entre un entrepreneur à succès et un entrepreneur qui ne l'est pas. Et je ne pense pas ça sur le point de vue financier, sur le point de vue de comment tu es heureux. Ça, c'est une valeur qui est difficile à quantifier. Tu crois-tu à ça, aux vibrations, tu sais, de vibrer à une certaine fréquence qui va t'amener ce que tu veux? Ils ont fait des tests avec des mots, hein? Ils ont fait des tests avec des mots, puis écoute, il y a des mots qui provoquent des vibrations qui sont plus agréables que d'autres. Ouais. Ils ont fait d'autres tests aussi en Afrique, dans des tribus africaines. J'ai pas le data, cherchez sur Google. Là, avec c'est pas grave, l'intuition, ça marche. le nom que tu donnes à ton enfant va avoir un impact. OK? En Afrique, c'est plus en Afrique... Si tu donnes un nom positif à ton enfant, exemple, espoir, ça va avoir un impact. Mettons que ta fille s'appelle Noir, couleur sombre ou malheur. Ça va avoir un impact, son nom, sur sa personnalité, sur les ondes. Fait que le si tu t'appelles Jean-Paul, mettons, ça fait quoi? Jean-Paul, ben là, c'est un peu awkward maintenant en 2024. Mais ça a la tonalité du nom, comment que le prénom, en fait, est long, et etc., ça a un impact sur des personnes. Puis, tu sais, les noms de famille, dans le temps, que c'était, exemple, le fermier, tu sais. C'était rattaché à ce que tu faisais
boulanger. Jadis, là, on retourne il y a 400-500 ans, les boulangers, c'est parce que c'était des boulangers. Ouais. Tu comprends? Puis ça avait un impact, ça faisait que le métier se transmettait de père en fils ou de mère en fille, notamment à cause du nom de famille. Toi, Lebel, il posait le téléphone dans ce temps-là? Oui, Lebel, c'est parce que... Très beau bonhomme. Ah, OK. Lebel humain. Je sais pas ça vient d'où, Lebel. En tout cas, c'est une descendance française qui a de la royauté jadis bien loin. Là. OK. Mais ça a un impact, les mots, définitivement. Les sons ont un impact. Ouais. Mettons- Oui, puis le langage, le langage aussi négatif. Tu sais, mettons dans un gym, là, quand le coach, lâche pas! Ouais. Mais tu sais, t'es en train de dire lâche. Ouais. Tu sais, Ouais, j'avais la lu, je sais pas connotation. jusqu'à quel point c'est vrai, mais que le cerveau comprend pas la négation. Ouais. Et quand tu dis lâche pas, Tu ferais- ton cerveau, tu sais, comprend lâche. Continue. Ouais, Continue à c'est faire. ça. Ouais. Ouais. C'est du travail quotidien parce que même Ben moi, oui. tantôt, vous voyez, j'ai dit échec. Eric m'a repris tout de suite. Il a dit J'aime pas ça, ce mot-là. apprentissage, mais Ouais. clac, ça a été instinctif. Je veux dire, il m'est pas revenu 2 jours plus tard après avoir visionné Ah, c'est le vrai, hein, podcast. j'ai là, même pas remarqué. Mais de ouais. cliquer. Ouais. Puis c'est quelque chose que je suis d'accord, moi, il faudrait que je travaille là-dessus, ma communication. Ouais. Puis le ton. Le ton, puis Le ton. Ouais, ouais. Hey, t'es vraiment quelqu'un d'agréable, Eric. T'es awesome. c'est vrai. Non, agréable, en estime ma réaction, ouais. Ouais. Donc, je dis, hey man, t'es vraiment awesome, sérieux, tu fais une bonne job. Ouais, Je viens de passer le même message, mais avec une tonalité différente, tu comprends? vraiment. Avec Oui. la- Puis d'utiliser des mots comme toujours puis jamais. Tu sais, tu m'attends jamais pour aller à telle place ou ta Ouais. chambre est toujours en bordel ou tu sais. Ça, moi, c'est des affaires qui m'agressent. Pas tout. Pourquoi? Tu sais, c'est pas toujours. Tu sais, Souvent. tu trouves que ça arrive souvent? Ça l'arrive. Ou c'est arrivé exactement. 2-3 fois cette semaine? On peut-tu en jaser? Un tu sais. truc aussi interpersonnel que j'ai appris, puis je trouve ça vraiment intéressant, quand tu as une critique à dire, Ouais. tu dis je crois que tu Un pourrais esti trou arriver à de cul. l'heure. Je crois que t'es un esti trou de cul. Ouais, genre, je crois que t'es un esti trou de cul va passer mieux que t'es un esti trou de cul. Mais tu rapportes au jeu quand c'est quelque chose de négatif, une perception de toi, plutôt Ben oui. que d'attaquer directement. Puis quand c'est positif, t'as fait une bonne job. Ou je me sens comme ça quand il arrive telle situation. Oui, exactement. C'est ça, quand tu rapportes à tes émotions, ça désarme Ben oui. la Au personne. lieu de dire Ça- tu me coupes tout le temps la parole, tu dis hey, tu sais, des fois j'ai de la misère à m'exprimer, puis quand je me fais couper la parole, je sens que je peux pas m'exprimer. ça passe vraiment Tu sais, mieux. ça passe beaucoup mieux. Puis c'est ça la vérité. Ouais. Le problème, c'est pas que tu coupes la parole, c'est ma réaction au fait que tu me coupes la parole. Tu sais, là, je dis pas que tu me coupes la parole. Non, absolument. Mais c'est. Puis, Ben, puis c'est ça, quand tu fais des négociations de haute voltige, là, les grands négociateurs, c'est des choses comme ça qui ils catchent. Tu coupes pas la personne. La façon de s'exprimer, en fait, on en parlait tantôt, c'est un véhicule. Là. Ben oui. Fait que c'est toi qui détermines si tu veux ta petite trottinette ou ton gros 4x4 peut transporter un paquet de choses. Ça va être la façon que tu t'exprimes. Vous Ouais. avez besoin, les deux, d'aller à un endroit où est-ce que conjointement ça va être acceptable. Les deux doivent adapter leur communication. Puis souvent, les bonnes négociations, c'est quand les deux parties s'adaptent. Hmm. On va, Oui, c'est ça. la couverte. On Mais travaille ensemble vers un objectif Exact. commun qui est d'arriver à quelque chose. Là. C'est pas chacun de son bord. Là. Ça, durant le 8 mois que tu as reçu des noms, ben, je suis sûr que tu as appris énormément sur la communication, sur le non-verbal des gens aussi. Ben oui. Tu devais se dire, à chaque fois que quelqu'un fait ça, un gars de la construction, il va pas le prendre, ou à chaque fois qu'il va faire ça, ça fonctionne pas. Hein. Ouais. Mais un de mes takeaways de ça, c'est l'authenticité. Puis aussi, c'est que, tu sais, nous autres, on vendait des équipements d'arpentage super complexes. Tu sais, des arpentages géomètres, là, ils s'en servent pour des affaires hallucinantes de courbure de la terre, puis je sais pas trop quoi. Ouais. Mais le gars de coffrage, lui, là, faut qu'il plante 4 pins au coin de la maison, là, pour faire un coffrage. En as-tu vraiment besoin? Oui, il y a besoin, mais il n'y a pas besoin. Il sert de 1% de la machine. Oui. Fait qu'on va lui montrer le 1% qui change 100% de sa journée. On va pas lui montrer toute la théorie derrière le GPS puis le multitrajet. Puis c'est lui, là, il a des gros doigts, là, puis il veut planter 4 pins pour faire les coins de sa maison, là. Ça peut laisser l'impression aussi que c'est pas un gars intelligent. S'il comprend pas tout, il peut se sentir Mais dumb, il ça sent- n'aide pas à la transaction. Oui, mais c'est en sac du reste, lui. Ouais. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est planter ses 4 pins plus vite. Fait qu'il est prêt à payer 50 000 $ pour une machine qui va planter 4 pins. Mais on dit pas le reste, mais on dit à planter 4 pins. C'est Plus ça vite. qu'il veut. Mais c'est le plus vite. Là, la Puis ouais. c'était ça aussi, c'est quand je vendais ces équipements-là, là, je vendais pas un équipement d'arpentage. Je vendais du tonnage de sable. Parce que quand on plantait des rues, là, moi je le remarquais, puis tu sais, j'aime ça analyser puis décortiquer des choses. Mettons, on traçait des rues là, pour une pelle mécanique. Tu prends ton tape à mesurer, puis tu fais une trace de peinture. La trace de peinture est ça de large. Chaque opérateur de pelle au monde, là, quand il voit une trace de peinture, il l'enlève. Fait que là, tu fais la trace de peinture à 3 pieds du bord de la rue, il l'arrache. Mais il vient d'enlever ça de trop.
plus l'autre bord, fois 1 kilomètre. Mais c'est peut-être 100 tonnes de sable, 100 tonnes de pierre, puis 100 tonnes de l'autre pierre. Absolument. À 20$ la tonne, je me souviens plus. Là. C'est le compounding effect. C'est ça. Fait que, tu sais, j'allais voir des gars d'excavation, puis je leur disais, je leur vendais pas une machine d'arpentage. Je leur vendais la pierre qui sauve dans la rue. Boum. C'était juste ça. C'était juste ça, c'est de comprendre c'est quoi le problème que tu règles. Tu vendais une solution, tu vendais oui. une économie, tu vendais pas un produit. C'est ça. Tu vendais une marge plus intéressante. Ben oui, c'est ça. Fait que tu vendais pas de la tôle ou peu importe quoi. Ben c'est non, ça qui est vraiment intéressant. C'est donc. toujours ça. Tu sais. Ouais. J'ai Anto qui me fait signe qu'on faut fermer notre gueule, on parle trop, il nous reste 5 petites minutes max. Non, mais c'est le marque de 1 heure. Ouais. OK. De plus qu'1 heure. 1 heure et 10 peut-être. OK. Fait que t'es un sportif. Il nous reste combien de temps, Anto, à peu près? On a jusqu'à 1 heure, il est midi et demi. OK, parfait. Moi, je vais mettre l'argent dans le parcomètre dans 10 minutes. OK. À quoi? Parce que je sais que tu es un sportif, on a déjà eu le sujet. Ouais. Quelle est l'importance pour toi du sport dans ta vie entrepreneuriale? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que l'un aide l'autre? Est-ce que... Ah ouais. Parle-moi de l'implication du sport. Moi, je vois un lien à plusieurs niveaux. Tu sais, de continuer, là. Même quand c'est difficile. Puis tu sais, c'est Goggins, hein? Tu sais, quand il dit que quand t'es tanné, puis tu vas arrêter, puis que ton corps t'a dit c'est assez, que t'es juste à 40%, là, ouais. En entrepreneuriat, c'est pareil. Oui. C'est la même affaire. Tu sais, quand tu penses que t'es au bout du rouleau, tu sais, ces réseaux sociaux, il y a une petite image qui roule, tu sais, le gars avec un pic pis une pelle là, qui gratte un tunnel jusqu'au diamant, puis il va de bord, là, puis l'autre, il continue à grinder parce qu'il est vraiment proche. Exact. Tu sais, hier soir, mon fils avait une pratique de soccer là, à l'autre bout du monde. Là, puis, tu sais, ça me tente jamais le mercredi d'aller là parce que c'était à 8h30. Puis On ça dit me pas tente... jamais. Ça me tente vraiment. Ça me tente toujours de pas y aller. Puis je suis allé courir, tu sais, hier soir, là, tu sais, il ventait, puis il pleuvait, puis tout ça. Mais c'est un peu ça, c'est que c'est de partir, puis d'y aller, puis de continuer. Puis des fois, le confort veut te faire arrêter, mais tu continues. Puis c'est pour ça que moi, j'aime ça, aller dans les gyms de CrossFit, parce que j'haïs ça, le CrossFit. J'haïs ça, là. J'haïs beaucoup de choses de ça. Mais c'est pas vrai, là. J'aime ça, dans le fond, mais j'aime pas le monde qui jase pour rien. T'haïssais ça au début, certain. Puis il y a personne qui aime ça, là, se donner à cœur pour avoir le goût de patcher, là. Mais c'est parce que il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans le CrossFit. Oui. Puis c'est ça que j'aime. C'est que j'aime pas ça. T'arrives là, tu sais pas ce que tu vas faire, puis là, tu regardes au tableau. T'es pas en contrôle. Ben Toi, t'es quelqu'un qui aime ça être libre puis en contrôle. Ben oui. Il y a quelqu'un qui va te dicter quoi faire, puis ton souper va peut-être y passer. Exact. T'as rien à dire. Je vois pas une place de même, mais puis plein de monde qui jase, puis tout ça. Moi, allez jaser au Tim Martin, là, pourquoi vous me jasez dans les oreilles? Il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais c'est quand tu sors de là, puis tu sais, je les ai faites, là. Oui. Je les ai faites, les squats, puis j'ai mis plus lourd, puis je me suis fait pousser dans le cul, puis je l'ai fait. Ben, c'est ça. C'est cool. Puis c'est quoi... l'autre fois, j'ai écouté un podcast justement de Huberman avec Goggins, puis il disait ça, que quand tu fais des trucs que ça te tente pas, c'est là que ça a de valeur. Ton cerveau change. Exactement. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est rare que ça me tente de mettre mes souliers et aller courir en dessous de la pluie. Là. C'est pas instinctif. Il y a personne qui peut me dire qu'au début, le jour 1, avant qu'il ait couru, il aime ça courir sous la pluie. Non, c'est ça. Puis aller au CrossFit, là, à 6h le matin, ça me tente pas souvent. C'est la discipline qu'il faut pour se rendre. Ben oui, mais après ça, je prends ma douche, puis je m'assis dans mon auto, puis je suis content de l'avoir faite. Ça part bien la journée. L'accomplissement de soi aussi. Hey, j'ai été à court dans mes méchant workout, il est 7 heures. Ouais. T'as un step d'avance sur tout le monde. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est beaucoup ça en entrepreneuriat aussi. C'est que tu sais pas ce qui va t'attendre. Faut que tu sois prêt à tout. Puis je le vois qu'un et l'autre m'aident. L'entrepreneuriat m'aide dans mon sport, puis le sport m'aide dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Puis il y a des fois, justement, que tu cours, puis tu as une petite crampe, puis tu es fatigué, puis tu dis « Ah, c'est beau, j'ai fait mon 5 km, je peux... » Ah non, on va continuer. Oui. Non, on va continuer. On va en faire 7 ou on va en faire 10. Puis il dit « You know what? Au bout d'une minute, mais t'as repogné ton beat, puis t'es pas si pire, puis tu continues. » Je serais curieux qu'ils fassent les statistiques sur particulièrement les marathoniens puis les ultramarathoniens. C'est quoi qu'ils font d'envie, ces personnes-là, comme métier ou comme job? Je sais pas, hein? Ça serait vraiment intéressant qu'ils le fassent. Mais je suis prêt, je suis quasiment prêt à mettre un 20, là, qu'il y a une corrélation entre des hauts placés dans une business puis des coureurs. J'ai l'impression que là, sûrement. dans les coureurs, la proportion de
haut placé, d'administrateur, de gestionnaire de haut niveau est plus élevé que, exemple, quelqu'un de sédentaire. Ouais. Je suis certain, en fait. Puis là, je sais que je me ferais peut-être pas d'amis en disant ça, mais moi, quand je rencontre quelqu'un pour faire de la business, tout ça, puis qui est pas en forme, qui est obèse morbide, Oui. puis tout ça, puis je sais qu'il y a du monde que c'est pas de leur faute, là. OK? Je sais, mais c'est un pourcentage. Oui. La grande majorité de ces gens-là, c'est des gens qui pourraient se prendre en main, puis être Absolument. mieux. Puis moi, je trouve que ça en parle beaucoup sur le type d'entrepreneur, puis tout ça. Tu sais, quelqu'un Absolument. qui est en forme, qui est en shape, tu te dis le matin, il se lève, il va s'entraîner, puis il a de la discipline, puis il avance, puis il pousse. C'est que J'ai le goût de faire de la business avec ça. Tu sais, c'est là-dessus que je me concentre, là, mais j'ai le goût de faire affaire avec des gens qui sont engagés, qui sont constants, qui sont disciplinés. Ta condition physique est un reflet de ta vie, en fait. Puis il y a tout le temps des exceptions. Ben Bâchez oui, pas c'est ces ça, réseaux sociaux. exact, Là, je le là, sais qu'il y a du monde qui ont des problèmes hormonaux, de thyroïde, C'est ça, blablabla. exact. Là. C'est pas d'eux autres que je parle. Mais là. c'est une minorité. Soit dit en C'est passant, ça. l'obésité, il y a à peu près 5% du monde qui sont obèses puis que c'est incontrôlable. Là. C'est ça. Là, il y a quoi? C'est quoi qu'il nous disait, Sébastien? 60% du monde sont en surpoids. C'est rendu 60% aux États-Unis. C'est ça. C'est énorme. Oui, puis ils dans cherchent tous la les solution sens. miracle, ils cherchent le Cours, régime. man. Lève-toi, mange moins. Je veux dire, c'est des masses simples. Là. Ben, c'est ça. Mange moins, cours Fais plus. quelque chose, C'est là. des plus des moins, perdre C'est du ça. poids. Là. C'est ça. T'as pas besoin de gym, t'as pas besoin. Fais des push-ups, cours, puis mange mieux. Il y a là. toutes les excuses que tu peux sortir. Là. Par exemple, c'est David Goggins, il n'est pas né dans la richesse. Oui, puis il y a des Exact. problèmes de cœur, Oui, Goggins. tout- Il y a des problèmes de cœur, il y a des problèmes cardiaques, man. Il y a un trou dans le cœur. Ah non. C'est ça. Il y a pas longtemps, je suis pas sûr si on va le voir. Là. C'est quand même intéressant. Là. Je me suis déchiré une partie du tendon. Ah ouais? Ok. Je sais pas si vous le voyez. Là. On va comparer ici, mais regardez au niveau du coude, la différence entre les deux. Ben ouais. Ben ouais. Je me suis déchiré le tendon. Là, c'était Ben comme ouais. jaune partout ici, tout. On va voir mon docteur que j'adore. Elle me dit, ouais, plus de sport pendant... Ouais, je vais reprendre mon mic. Elle me dit, ouais, plus de sport pendant 3 semaines. Je fais, ouais, non, ça fonctionnera pas. Ouais. Parle à mon coach, il me dit, écoute, man, c'est pas compliqué, là. Où est-ce que tu as des problèmes? C'est quand tu pousses. Grosso modo, c'est quand je pousse que ça fait vraiment mal. Mettons que je tire comme ça, il n'y a pas de problème. Il me dit, écoute, 3 jours par semaine du leg day, tes autres jours, cardio, on va miser là-dessus. Core, vise tes abdos, tes jambes, on va focusser là-dessus. Mais le changement, la différence entre le minding d'un professionnel haut niveau, que je respecte énormément, Ouais. qui est axé sur la sécurité, reste dans ton confort, puis l'entrepreneur, qui est mon coach en fait, mise sur tes faiblesses. Tu n'es pas capable de forcer du top du corps, on va cibler tes autres muscles qui sont plus On va faibles. travailler d'autres choses en attendant. attendant. Puis, Puis je me suis ouais. claqué un PR sur mon cardio. Ça fait comme 3 semaines que j'ai ça, que j'ai jamais fait. Mais ça a juste été un refocus. Ça. J'aurais bien pu me dire, 3 semaines, je fais plus de sport. Je fais plus de Ouais. sport. Hey, mon docteur. J'ai la l'a meilleure dit. excuse au monde. Là. Hey, mon docteur l'a dit, comme, come on, man. C'est parfait. J'ai pas le là. droit. Mais puis, premièrement, j'ai besoin d'endorphine. Je suis quelqu'un qui est hyperactif. Moi, c'est problématique. Là, c'est dans l'autre sens. Ah que ouais? si je fais pas de sport, je dors pas. Comme Ok. Ah littéralement, je vais mal dormir. OK. Fait que j'ai besoin de courir. Là. Même un day off, si j'embarque sur le vélo, j'écoute la TV, puis c'est comme 1 heure ou 1 heure et demie de vélo. OK. Puis d'un autre côté, être en shape physiquement, c'est pas avoir un 8-pack à 4% Non, de non, gras non, que. C'est pas ça. Non. Être en shape physiquement, c'est être capable de bien courir, bien te déplacer. Puis Une d'un bonne autre côté- posture. Tu sais, des- Exactement. Puis tu sais, je vais prendre notre exemple. Ronnie Coleman, qui est rendu magané de partout, qui est même plus capable de se tenir debout, qui a été un icône dans le domaine du culturisme. C'est pas ça être en shape. Non. C'est pas nécessairement ça. Tu Non, peux non. être en shape et être cut, mais c'est pas être cut, t'es en shape. Je peux te garantir que je connais du monde qui sont un peu bas dedans ou qui n'ont pas d'abdos, qui sont plus en shape que moi. Ouais. Qui Oui, courent oui, des c'est ça. distances incroyables. Les ultramarathoniens, là, tu regarderas, là, qui ont une shape incroyable. Bon, c'est juste axé cardio, pas de musculaire. Ouais, mais... Mais c'est pas du monde à 3% de gras. Là. Non, c'est ça. Souvent, ils ont des petites bédanes ou ils n'ont pas bien de muscles. Puis c'est pas la perception qu'on a. Mais... Non. Puis ça, c'est un autre biais aussi. On a tendance à penser que être en shape, c'est du fitness ou des choses comme ça, mais c'est complètement Non, faux. non. Là. C'est ça. Complètement C'est faux. d'avoir une discipline, une constance, puis de prendre soin de soi. Si t'es pas de prendre soin de toi en premier, comment tu peux prendre soin d'une business, de tes clients, de tes enfants, puis tout ça, tu sais, là, comme dans l'avion, là, mets ton masque à oxygène avant d'aider les autres, là. Un Tu sais. des gros tags, j'aime faire garocher des tomates avec ça. Quand on passe en entrevue, en entretien ménager, on regarde la dentition. Des dents croches, c'est correct. Ça, j'ai pas de problème avec ça. OK. Mais si la personne a plus de dents dans la bouche ou qu'elle a des dents toutes pourrites, comment tu vas être capable d'entretenir un plancher si t'es pas capable d'entretenir Des les ta pommes? gueule, ouais.
Puis c'est quoi l'image que ça laisse comme... puis il y a des problèmes de santé des fois, la Ben cellulite oui, qui est pas- on parle pas des exceptions. Là, Ben on non, parle c'est de- ça. c'est Souvent, en parlant avec la personne, quand c'est des problèmes de santé, il va même en parler d'emblée. Il va Ouais. dire, exemple, ah oui, j'ai des problèmes de dentition, calcium ou peu importe quoi. Tu sais, on est capable de Ben nuancer. oui, Puis une autre des questions que je posais, ça avait passé dans le podcast, puis ça avait vraiment été mal perçu. Est-ce que vous faites votre lit le matin? C'est une question que je pose en entrevue pour faire de l'entretien ménager parce qu'on a établi qu'il y avait une corrélation directe Ah ouais, hein? entre comment la personne va tenir son chariot de conciergerie puis la salle de conciergerie souvent n'est pas exposée au public. Ouais. Mais quand la personne ne fait pas son lit, c'est un vrai foutoir. Il y a Ok. des insectes, des bébites, des cannes de Red Bull qui traînent partout, chariot tout croche. Quand la personne faisait son lit, le chariot était en ordre, puis la salle était en ordre, puis c'était direct la corrélation. Là. Sur 10 personnes, je pense qu'il y en a 9 que ça suivait la logique. Il y avait une exception. Là. Puis ça, le monde, tout de suite, OK, il y avait du monde qui répondait « Ouais, des acariens, quand tu fais pas ton lit, il y a moins d'acariens. Quand tu fais tes lits, il y a des acariens. » T'es exact. Puis la personne disait, t'es un boss malade qui demande ça. Ben parfait, parce que je te veux pas comme employé. Tu sais, dans C'est ça. si tu fais pas ton lit parce que tu me parles de Zacarien, honnêtement, je te veux pas chez nous, je te veux pas dans mon entourage, je te veux nulle part. Si tu fais pas ton lit, puis OK, je fais pas mon lit. Puis tu l'assumes, j'ai pas de problème. Mais que tu trouves des excuses pour pas faire ton lit, puis des faits, là, tu nargues, ça en dit beaucoup de sa personnalité. Puis c'est deux questions clés, aussi banales que ça puisse paraître, qui permet vraiment de saisir quelqu'un. Ah ouais. C'est quoi les autres tests que tu fais passer? En entrevue, on fait des tests physiques aussi. Ah ouais? On a des gros... le vouvoiement. Moi, c'est super important. Le premier contact, qu'il y ait un vouvoiement. OK. Tu vas me dire, vous, on passe au-dessus, le test est passé. Parce que notre clientèle, c'est des gens généralement plus... c'est des copropriétés de luxe. Ouais, un peu plus Qui âgé, dit luxe, dit plus argent, upscale, plus un peu, âgé, ouais. plus professionnel. Premier test. Deuxième test, on va donner des directives très claires. Exemple, Cédric, quand je l'ai engagé, j'en ai parlé dans mon podcast, arrive à telle heure avec un pad puis un stylo bleu. Je pense que je t'en avais parlé. Ouais. S'il arrivait avec un stylo rouge, c'était fini. Okay. Comment tu veux opérer une business si tu n'es pas capable de suivre 3 instructions ultra faciles? Même si c'est quelque chose d'anodin, mettons, dans le sens que l'objectif d'un style amène quelque chose pour écrire, mettons. Souvent, dans les détails anodins, il peut se cacher des conséquences quand même assez importantes. Je sais bien que moi, tu me demandes ça. Probablement, je te demanderais pourquoi bleu. Parce que ça attirait mon attention. Oui, je vais dire bleu, parce que rouge, c'est agressant quand tu fais des ajustements. Ça peut porter, tu sais. Okay. Rouge, c'est une couleur qui est perçue comme professeur d'école, faute. J'aime pas l'impact que ça a un crayon rouge. Les crayons rouges chez nous, là, quand mes filles ils vont être rendues en âge d'être à l'école, là, je veux pas de stylo rouge chez nous. Hors de question, OK? Ah ouais? Noir, ça donne l'impression que le document peut avoir été être comme imprimé. Okay. Bleu, plus authentique. Bleu-vert, je trouve que c'est plus un passage. Fait que, tu sais, y a-t-il une notion là-dedans que, mettons, le stylo bleu, la personne ne l'a pas amené parce qu'elle n'a pas compris l'utilité de ça? Peut-être, mais là, ça revient à si tu n'as pas compris l'utilité, pourquoi tu ne m'as pas posé la question? Je comprends. Ou pourquoi tu ne l'as pas juste fait, puis me poser la question sur place. OK. Parce que là, si jamais tu le fais pas, parce que là, ça me dit, bon, tu manques peut-être de débrouillardise ou tu challenges pas. Ouais. Fait que dans les deux cas, c'est pas poser quelque chose que je veux. Là, c'est ça. Okay. Je vais faire des erreurs en leadership. J'en fais à chaque jour. Ouais. Sur 10 décisions que je prends, il y en a une qui est une des pires décisions ever. Probablement 8 potables puis une très bonne. C'est ma job. Mais ma job, quand je prends la décision de marde, c'est que tu me challenges dessus. Ouais. Fait que ça me dérange pas que tu me demandes pourquoi le crayon est bleu, même que je vais le rechercher. Mais si tu me poses pourquoi il est bleu, puis qu'on parle de ça pendant 45 minutes, là, c'est l'autre extrême. Je vais me dire, tu vas me demander trop de temps de gestion. Ah, c'est ça. Tu challenges tout, c'est comme ça sur chaque détail. Ouais. Si je te demande hypothétiquement de sortir un conteneur à déchets à 6 heures, puis la personne le sort à 8 heures. Parce qu'elle n'a pas compris pourquoi 6 heures. Là, ça peut paraître... C'est déjà arrivé. C'est pas anodin. Non. Le gars de poubelle est passé à 6h15. Ouais. Il a manqué la collecte d'urgence. Il a fallu qu'on le paye 2500$. L'instruction très claire. Elle sort ça à 6 heures, ça n'a pas été sorti. Ça a été une lacune au début, puis plus jamais ça s'est reproduit maintenant. Le mécanisme qu'on fait, c'est qu'on le sort la veille. Mais tu comprends à quel point, 2 heures plus tard, c'est pas grave, ça va être sorti. Détail peut sembler anodin dans la tête de la personne. Ouais. Puis t'as pas tout le temps ou d'expliquer le pourquoi. Je veux dire, si à chaque fois que tu donnes une directive, tu dois expliquer pourquoi, tu vas passer ton temps. Ouais, c'est ça, tu tournes en rond. Là. Fait comme je pense que quand tu t'entoures bien, il faut que tu aies du monde qui te challenge sur les mauvaises décisions. D'un autre côté, je suis quelqu'un qui...
J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une petite tête de cochon, là, que généralement, quand je vais avoir besoin d'une opinion, je vais te le demander. Challenge-moi si ça fait vraiment pas de sens, point de vue éthique, mais il y a 99% de chances que j'aille déjà pensé au outcome que tu vas me présenter et que j'ai déjà une réponse. Ouais. Fait que je veux pas qu'on perde 10 heures. Mais c'est ça. Fait que le stylo rouge, bleu, vert, c'est majeur. Mettons que tu es dans l'armée, ça c'est quelque chose que j'ai appris de l'armée. Donne-moi les coordonnées de la personne où est-ce qu'elle se situe présentement. Je vais y donner à 1 ou 2 degrés près. Mais 1 ou 2 degrés près, quand tu es à 25 km, là, c'est un peu comme tantôt quand tu parlais d'asphalte, là, ton petit 1 pouce, là, les conséquences que ça peut avoir, c'est majeur. Ça peut être la différence entre ton camp et le camp ennemi. Fait que le détail et la précision, c'est important. Ouais. Oh, oui, tout à fait. Ouais. Puis de savoir qu'est-ce que l'autre personne, tu sais, comme quand quelqu'un appelle et dit j'ai besoin de ça, rush. Oui. Attends, c'est quoi rush pour toi, là? Oui. Parce que moi, tu me dis que tu as besoin de ça rush. Moi, j'ai dit ça parce que je l'ai appris, là. Tu sais, je suis déjà parti, moi, de Chinois-Terrebonne, aller à Ville-Saint-Laurent chercher quelque chose, puis amener cette chose-là à Val-d'Or à quelqu'un. Parce qu'il trouvait ça rush. Puis il a trouvé que j'avais le plus beau service à la clientèle au monde, mais il dit, tu sais, tu me l'avais envoyé plus gros demain ou dans 2 jours, ça aurait été correct. Ben, c'est Mais moi, il m'a dit rush. Je suis parti comme un petit chien, là. Ben, c'est ultra subjectif. Le client a besoin de quelque chose. C'est ça, c'est ultra subjectif. Pose des questions. Rush, c'est ça, exactement. Tu sais, la notion peut être bien différente, là. Puis la notion d'important et d'urgent aussi, là. Ben oui. Ça fait pas longtemps que je la comprends. La important n'est pas nécessairement urgent. Non. C'est important que tu fasses tes impôts. Ouais. Urgent, t'es 6 mois pour le faire. T'es dans le sens, c'est pas urgent. T'es 6 c'est mois. Ça. Ouais. Quelque chose d'urgent, ben écoute, c'est peut-être pas nécessairement important non plus. Ouais. T'as plus tel nettoyant là, c'est urgent, mais c'est pas important, tu peux prendre un substitut. C'est ça. Puis souvent, les gens confondent les deux, surtout en entrepreneuriat. On a tendance à prioriser l'important quand on devrait prioriser l'urgent. Ben, dans mesure où on doit évaluer les deux. C'est plus ça que je veux dire. Ouais. En même temps, si c'est pas important, pourquoi tu le fais? Parce que ça peut devenir important ou urgent. Ouais, c'est ça. Si pas de potentiel de devenir important, fais-les pas. Mais c'est vraiment, tu sais, faut se poser la question. C'est dur une gestion du temps, honnêtement, quand tu es entrepreneur. Des fois, tu as 2 choses rush. Rush, on sait pas trop c'est quoi. Puis il y en a une qui va devoir prendre le dessus sur l'autre. Ouais, mais des fois, c'est de poser la question, tu sais. OK, tu as besoin de ça rapidement. C'est quoi rapidement pour toi? Pourquoi? Tu as besoin de ça quand? Puis pourquoi? Tu sais, des fois, ça peut être important. Tu sais, urgent, ça peut être mercredi prochain, là. Puis là, pourquoi? T'as peut-être un client à côté qui n'utilise pas cette pièce-là ou qui peu importe. C'est ça. Il faut poser des questions. Faut pas avoir peur de poser des questions. Là. Mot de la fin. Oui. Anto, question habituelle. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se part en business? Prends ton temps. Je vais te poser la question si tu es vraiment passionné. T'aimes-tu ça? Tu vas-tu aimer ça? C'est ça le plus important. Oui. C'est faire ça pour l'argent, c'est pas la bonne raison. L'argent, c'est une conséquence. C'est un. Puis on contrôle pas vraiment ça. On contrôle ce qu'on fait, les efforts qu'on met. Fait que si tu veux faire des efforts, pourquoi tu fais ça? Puis statistiquement parlant, 4 entreprises sur 5 vont fermer au bout de 5 ans. Ouais. De cette entreprise-là, il y en a 4 sur 5 qui vont fermer, qui sont à peine profitables. Tu en as 1 sur 5 qui va être profitable. Fait que tu en as comme 1 sur 25. C'est un peu un suicide financier, se lancer en business. Si tu veux juste faire de l'argent, va à l'école, travaille en fou 90 heures en construction, place ton argent, pars-toi pas en business. C'est la pire chose à faire si tu veux faire de l'argent. Statistiquement parlant. C'est ça. Puis tu sais, Sois passionné. OK. Ouais. Puis, tu sais, une business, c'est un outil pour arriver à quelque chose. C'est quoi, comme toi, comme être humain, que tu vas accomplir avec ça? De tout le temps se ramener à la base de ça. Pourquoi tu veux faire tout ça? Tu sais, il y a Start with Why, là, c'est cool, là, mais c'est un peu dans la même affaire, là. Comme être humain, c'est quoi que tu veux? Parce que comme tu disais, tu sais, on va tous mourir à un moment donné, là. Fait que c'est-tu juste de l'ego corporatif que tu veux? C'est bien ta dit, business. Je pense que c'est l'humain au centre de ça qui est important, là. Oui, définitivement. De mon côté, ce mois-ci, ça va être bien simple. T'es pas bon dans la plupart des activités de ta business. Il y a quelqu'un qui est clairement meilleur que toi. T'es un généraliste. Ah ouais. T'es pas un avocat de formation. C'est des questions légales. Essaye pas d'aller de le faire par toi-même. T'es pas un comptable de formation. Tu peux pas être un avocat, un comptable, un notaire de formation, un expert en RH, expert en marketing. Fait qu'entoure-toi bien puis aie l'humilité de savoir que tu as beaucoup de faiblesses puis de t'entourer des personnes qui vont te permettre de couvrir ces faiblesses-là en question. T'es un chef d'orchestre, t'es pas un musicien. Tu vas jamais être capable de faire une pièce tout seul.
Ce serait juste ça. Fait que ayez cette humilité-là, s'il vous plaît. C'est super important. Ça peut faire la différence entre ça va bien et la faillite. Bien dit.